y a beaucoup de monde, c'est vraiment chouette, voilà. D'autant que le sujet est quand même très important, parfois un peu ardu, mais c'est aussi comme ça qu'on fait de l'éducation populaire, on apprend et ça permet de ne pas se faire avoir dans un discours classique qu'on entend régulièrement. Donc je remercie les militants qui ont organisé la salle aujourd'hui, qui ont organisé les distributions, l'affichage, parce que par cette chaleur, vraiment, c'était méritant. Et voilà, merci beaucoup à eux. Et sinon, sans eux, on ne fait rien. Sans les militants, nous, députés, on est perdus. Et nos équipes aussi, Marion qui est là, qui va filmer. La tribune, Louis Salle aussi qui est quelque part, donc nos équipes aussi ont travaillé à l'organisation et à la réussite de cette soirée. Je remercie aussi Jérôme parce qu'il est en train de nous préparer le buffet de tout à l'heure. On vous invite à rester, en général c'est parfait ce qu'il nous fait, donc ça devrait être aux alentours de, allez, on a fait un peu plus de retard, donc vers 9h moins le quart. Voilà, on dira. Puis après, pareil qu'il y a un match de foot, donc on a des fans ici, certainement. Bon, et bien voilà, donc je vais vous présenter donc, mes collègues députés, donc ici Aurélie Trouvé, qui est députée donc, soumise bien évidemment de la 9e circonscription de Seine-Saint-Denis. Elle est membre de la commission des affaires économiques et présidente de cette même commission de 2022 à 2024. Elle est rapporteure, bravo à elle est rapporteure donc, de la commission d'enquête qui a l'intitulé assez long mais qui s'appelle la prédation des capacités productives françaises par les fonds spéculatifs et comment tous ces acteurs en fait, financiers s'enrichissent au détriment de l'emploi, de notre souveraineté industrielle. Donc c'est elle qui va nous détailler en fait puisque le rapport a été publié et donc les éléments de cette commission d'enquête et notamment aussi ce qui est important, ce qu'on propose aussi pour lutter contre ce fléau des fonds prédateurs. Donc sur le département, je voulais aussi le citer. On connaît Aurélie par le biais d'Attaque et on a rencontré les militants d'Attaque tout à l'heure. Elle a été 14 ans présidente d'Attaque France et ici ça a marqué parce que voilà, on a aussi un comité local d'Attaque et je voulais le préciser. Alors là maintenant je passe à Aurélien, donc Aurélien Saint-Toul, qui est député de la 11e circonscription des Hauts-de-Seine, membre de la commission de la défense nationale des forces armées. Et tu as suivi le dossier depuis très longtemps, de forme de Tarbes, il en parlera. Et la commission d'enquête, tu étais membre de cette commission d'enquête. Moi, ça n'a pas été mon cas parce qu'en fait, je ne suis pas membre de la commission de défense, donc c'était plus compliqué d'être membre de cette commission d'enquête, mais j'ai suivi autant que ce peut. Il y a José Navarro donc, qui est là, qui va représenter la CGT, qui est membre de la CGT Finance et qui va représenter ce soir des délégués syndicaux. Il vous expliquera donc, pourquoi. Il a suivi aussi le dossier des forges de Tarbes et donc ça permettra de faire l'historique peut-être aussi de ce qui s'est passé depuis 2018. Voilà. Donc Aurélie est en train de faire le tour de France en fait, de toutes ces entreprises qui sont malheureusement en mauvais état, pillées on dira. Donc je les ai listées, il y a Atos, il y a Info Pro, Novasco, Fonderie de Bretagne, donc vous avez peut-être entendu récemment, Valor, Chemone et ici donc à Tarbes, l'entreprise et les forges de Tarbes. Donc ce qui nous réunit ce soir, eh bien, c'est ce tour de France des entreprises. Que Aurélie a entrepris déjà depuis plusieurs semaines suite à sa commission d'enquête sur les fonds prédateurs. Ces fonds donc, financiers sont érigés en système, ils mettent la main sur des entreprises et ils sont l'une des raisons majeures de leur défaillance. La multiplication aussi des plans de licenciement dans notre pays. En France, voilà, ces fonds financiers, ils peuvent prospérer parce que justement, ils utilisent des failles de notre réglementation européenne, mais aussi parce que le gouvernement ne fait rien, et on y reviendra, pour sortir notre économie
d'une telle emprise, et même pire, la politique d'Emmanuel Macron depuis 2014 a permis cette dérive de la finance prédatrice. Donc sur notre département, c'est le fleuron industriel, les Forges de Tarbes, qui se retrouvent victimes du repreneur industriel Europlasma depuis août 2021. Et on verra aussi que Europlasma finalement n'est qu'une vitrine d'un fonds spéculatif Océan Alpha Blue. Mais on y reviendra avec Aurélie bien évidemment. Et donc José Navarro bien sûr reviendra aussi sur l'historique de l'entreprise et les procédures bâillons aujourd'hui qui pèsent sur 2 représentants syndicaux puisqu'ils sont victimes de poursuites en diffamation entre autres. Voilà, donc on va y revenir aussi dessus parce que c'est quand même très très grave. Et on prendra bien évidemment un temps d'échange avec la salle pour débattre, pour vos questions et ensuite vos témoignages aussi parce qu'on en a besoin. Et ce micro donc circulera et puis ensuite on se retrouvera pour le buffet tous ensemble. Donc je vais laisser la parole à Aurélie qui va pouvoir prendre le temps de nous présenter tous les éléments de cette commission d'enquête. Je te remercie en tous les cas d'être là. Merci beaucoup Aurélie. Merci beaucoup Sylvie. Tu peux avoir 30 minutes. Ah oui, c'est là quoi. Oui, 30 minutes. Je vais faire un peu moins parce que... Par ailleurs, alors bonjour à toutes et tous, bonsoir. Déjà très heureuse d'être à table. Alors d'abord, je veux dire que sur ce dossier, je vais vous expliquer ensuite la commission d'enquête, mais en réalité, effectivement, il y a un député qui a travaillé depuis beaucoup plus longtemps que moi, c'est Aurélien Saint-Oul, qui lui a vraiment tiré la sonnette d'alarme depuis des années. C'est vrai que ça fait des années qu'il nous dit mais attention, Europlasma, Alpha Blue, Océan, on lui dit oui. Bon, jusqu'à ce qu'on mène cette commission d'enquête parlementaire et que nous-mêmes on se rend compte de ce qu'il nous dit depuis d'ailleurs des années, c'est qu'on est face à un dossier terrible, je vais y revenir. Mais d'abord, je veux dire avant de commencer tout cela, je suis très heureuse déjà qu'il y ait beaucoup de militants d'Attac, de la France Insoumise et de représentants et de responsables syndicaux. Parce que moi qui viens effectivement du mouvement social aussi et du mouvement altermondialiste, je suis à la France Insoumise que depuis 4 ans finalement, mais j'étais présidente d'Attac avant. Voilà, je considère que chacun dans son rôle est à sa place, que ce soit des associations comme Attac, des syndicats qui sont là, ou évidemment une force comme la France Insoumise, et bien face à cette finance prédatrice, quelque part chacun agit et le fait extrêmement utilement, et j'espère d'ailleurs que ça nous amènera à changer profondément les choses dans les mois à venir. Voilà. Finalement, je n'ai fait que revenir, moi, avec cette commission d'enquête parlementaire sur la finance prédatrice à mes sources. Puisque Attac, on a été créé en 98, c'était un édito d'Ignacio Ramonet dans le monde diplomatique qui disait qu'il fallait désarmer les marchés financiers. C'est le début d'Attac, c'est désarmer les marchés financiers, c'est vraiment le fondement d'Attac finalement avec cette commission d'enquête parlementaire. Je reviens à cela, c'est ni plus ni moins que ce qui est en train d'arriver aujourd'hui aux Forges de Tarbes, à savoir une finance qui est en train de dévorer des usines. Je veux aussi vous dire que dans cette commission d'enquête parlementaire, finalement, on a révélé... D'abord, c'est une commission d'enquête initiée par la France Insoumise, c'est pas moi, c'est mon groupe parlementaire, c'est d'ailleurs aussi notre chef de groupe parlementaire, Mathilde Panot, qui prend la décision avec mon groupe de mener sur un sujet qui n'est pas... qui finit pas dans toute la presse au premier abord, voilà, qui est un sujet difficile, mais qui nous a semblé extrêmement nécessaire, notamment avec la période des débats présidentiels qui s'ouvrent. Finalement, on en revient à nos fondamentaux, c'est la finance contre la production. Vraiment, c'est les financiers contre les travailleurs. Voilà ce qui est en train de se jouer. Sur un sujet, les fonds prédateurs, la finance prédatrice, qui n'a jamais fait l'objet, ni d'une mission, d'aucun rapport administratif ou parlementaire, jamais. Il y avait quelques sociologues qui ont travaillé dessus, quelques journalistes, qui nous ont d'ailleurs contactés tout de suite, quelques députés qui tiraient la sonnette d'alarme, comme Aurélien, depuis longtemps, alors que ces fonds, qui sont des fonds hors banque,
si vous voulez, je vais y revenir, ce que nous appelons des fonds prédateurs, dans le sens où ces fonds cherchent à faire du 10 à 15% de rentabilité. Ces fonds concernent maintenant 3 millions d'emplois dans le pays. Donc une centaine aux forges de Tarbes, mais 3 millions d'emplois dans le pays, je vais y revenir. La moitié des flux financiers, la moitié des actifs financiers dans le monde relèvent maintenant de cette finance. C'est-à-dire une finance hors banque. Une finance qui n'a pas de règles. C'est une finance Far West. Parce qu'après la crise de 2008, il y a eu un minimum de règles qui ont été mises sur les banques. Ce qu'on appelle les règles Bâle 3, en ce qui concerne les banques, mais rien sur la finance, le reste de la finance. Et donc, pendant qu'on nous disait « regardez les banques », ça nous détournait le regard de ce qui est encore beaucoup plus dangereux, qui est cette finance hors banque. Qu'on commence à... Voilà, la France Insoumise dit « attention », bon, il y a des économistes, même Lordon, là, ça fait déjà plusieurs mois qu'il nous dit « attention, il y a une crise financière qui arrive à cause de cette finance ». Donc on est en train de tirer la sonnette d'alarme. Mais sachez que cette finance, ce shadow banking, cette nouvelle finance, n'a pas de règles. Aucune. Elle peut faire ce qu'elle veut, quasiment. Et c'est ce qui explique ce qui est en train de se passer aux Forges des Tarbes. Je vais y revenir, d'accord ? Sachez que dans toute votre vie, les fonds prédateurs sont partout. Mettons que vous commencez votre journée, vous amenez votre bébé à la crèche. Déjà, People and Baby, Babylou, toutes les crèches privées, c'est des fonds d'investissement. C'est cette finance prédatrice. Ensuite, vous allez vous faire, avant d'aller travailler, par exemple, vous allez vous faire une prise de sang. Laboratoire Cerba. C'est le gros fonds suédois Equity, par le biais d'un LBO. C'est quoi un LBO ? C'est Equity, où c'est en fait la finance hors banque fait ça quasiment tout le temps. Elle achète, pas avec son argent, avec une énorme dette d'une entreprise, et elle fait payer cette dette par l'entreprise. C'est ça un LBO. D'accord ? Donc vous allez vous faire une prise de sang, là encore, ce sont des fonds prédateurs. Vous utilisez votre carte vitale. Là aussi, c'est des fonds spéculatifs étrangers, c'est Atos, puisque Atos, la première entreprise numérique de France, qui a le contrôle de carte vitale, impôts.gouv.fr, etc., de la cybersécurité et de la défense nationale, ce sont des fonds spéculatifs étrangers qui l'ont récupéré. Ensuite, vous allez travailler, puis vous sortez, vous allez voir votre mère ou votre grand-mère à la maison de retraite, Colisée. Là aussi, c'est le fonds suédois Equity qui a repris la plupart de la maison de retraite. Si vous passez à la clinique, la plupart des cliniques ont été récupérées par ces fonds d'investissement. Si vous allez chez votre dentiste, votre ophtalmologue, votre radiologue, si vous passez chez un expert comptable, le commissaire aux comptes, l'architecte, l'avocat, tous ces cabinets-là sont en train d'être récupérés par des fonds d'investissement. Si vous allez vous acheter un outil de bricolage chez La Paire, ou un ordinateur à Office Dépôt, tout ça c'est récupéré par des fonds vautours, des fonds d'investissement. Voilà, c'est pour vous dire que toute notre économie a été envahie par ces fonds prédateurs. Pourquoi je dis prédateurs ? Parce que tous ces fonds, et c'est encore pire dans le cas des Forges de Tarbes, ce sont des fonds qui demandent du 10 à 15% de rentabilité. Pour avoir une comparaison, vous, votre livret A, voilà. Si vous avez de la chance d'avoir des sous sur un livret A, c'est 1,5%. Sachez que ces fonds, ils dégagent c'est écrit dans le rapport, hein, c'est prouvé, ils dégagent entre 10 et 15% pour les grandes fortunes qui mettent leur argent dessus. Donc vraiment, on est vraiment des pigeons. Voilà, il faut vraiment vous dire ça. Et je vais finir en vous disant que par ailleurs, c'est des usines stratégiques aussi. Par exemple, vos médicaments génériques. Un tiers des médicaments génériques, c'est Biogarant. Ça vient d'être acheté avec l'autorisation du gouvernement par un fonds britannique. J'ai oublié d'ailleurs, putain, il y en a tellement. C'est pas CVC Partners, c'est... bref, c'est pas grave, c'en est un autre. Il y en a tellement que... Biogarant, un tiers des médicaments génériques vient d'être récupéré. LMB Aérospace, qui fait des systèmes de refroidissement pour la défense nationale, a été récupéré. Tout ça dans les 6 mois de ma commission d'enquête. Hein. Tout ça revendu à des fonds d'investissement. Donc voilà, c'est pour vous dire que ça va extrêmement vite, cette finance prédatrice, et que ça va vite, et je finis là-dessus sur la commission d'enquête et le cadre général, ça va vite parce que,
il y a tout un système de complaisance et même de complicité de la part de tous les gouvernements qui se sont succédés. Il y a un système mis en place au service de cette nouvelle finance, qui ne date pas d'ailleurs de 2017, qui date d'avant. Et particulièrement quand il y a un banquier d'affaires nommé par le président Hollande en tant que secrétaire général adjoint puis ministre de l'économie, c'est-à-dire Macron. Parce qu'il faut bien comprendre que le système macroniste ne commence pas en 2017. Il commence en 2012, sous François Hollande, qui nomme M. Macron. M. Hollande nomme aussi à la direction de la BPI, je vais revenir, la Banque publique d'investissement, qui est aussi vraiment un des piliers du système prédateur. Il nomme le directeur, M. Dufourcq, dès 2013. M. Dufourcq est un des personnages centraux de ce système prédateur. Pourquoi? La BPI, c'est votre argent. On est d'accord? D'ailleurs, M. Dufourcq, que nous avons auditionné dans la commission d'enquête, il l'a dit lui-même, c'est l'argent des Français. Eh bien, sachez que la moitié quasiment des fonds de la BPI, ça sert à quoi? Non pas à sauver des entreprises en difficulté comme les Forges de Tarbes, quand bien même elles sont stratégiques pour la France. Non, la moitié sert à financer ces fonds prédateurs, directement. La BPI finance directement les fonds d'investissement. Alors c'est là que vous allez comprendre le système. Le premier fonds d'investissement financé par la BPI, la Banque publique d'investissement avec votre argent, c'est un fonds franco-chinois qui s'appelle KT Capital. Attendez, ça c'est rien encore. Vous rigolez, mais c'est rien. Sachez que un des dirigeants de ce fonds s'appelle M. Bruno Bézard, qui a été directeur général de tous les services de Bercy. Nous demandons avec Aurélien, nous lui demandons en commission d'enquête, nous disons, mais vous le connaissez, M. Bruno Bézard? Il nous dit, ah, Bruno, mais oui, Bruno, c'est moi qui lui ai conseillé d'aller diriger le fonds KT Capital, que maintenant je finance énormément. Et puis ce qu'on a découvert dans les jours après, qui ont suivi l'audition, devinez qui travaille et se fait plein de sous dans le fonds KT Capital, qui est le premier fonds financé par la BPI et M. Dufourcq. Donc le directeur s'appelle M. Nicolas Dufourcq. Et bien dans le fonds KT Capital travaille M. Romain Dufourcq, fils de M. Nicolas Dufourcq. Bruno, Nicolas, machin, bon, bref. Donc vous comprenez le système, il y a son fils dedans. Mais il n'y a pas que son fils. C'est là que ça devient encore plus drôle. Il y a le fils de M. Pouyanné, le patron de Total, dans le fonds KT Capital. Voyez? Vous avez compris le système? C'est la République des copains. Moi, voilà. C'est la République des copains. Tout cela ne tient que grâce à un système qui a conforté un banquier d'affaires arrivé aux manettes du pays. Et sachez bien que M. Édouard Philippe est le digne successeur. M. Édouard Philippe qui a dirigé Atos, vendu aux fonds spéculatifs étrangers. N'est-ce pas? Donc vous voyez comment tout ça... Ah oui, d'ailleurs, M. Édouard Philippe est soutenu par Mme Kosciusko-Morizet, son ancienne ministre. Ah mais Mme Kosciusko-Morizet s'est fait plein de thunes dans le fonds Equity. Non, dans le fonds Antin, pardon. C'est le fonds Antin, qui lui aussi a racheté plein d'usines, plein d'entreprises françaises. Et donc sachez que ces fonds d'investissement, c'est le nouveau lieu de pantouflage de toute la Macronie dont fait partie Édouard Philippe. Pourquoi c'est plus les banques? Parce qu'on se fait beaucoup plus de fric dans les fonds d'investissement. D'ailleurs, le ministre de l'économie lui-même, M. Lescure, vient des fonds d'investissement. Et je vous ai parlé d'un dernier acteur très important, le tribunal de commerce. Soit ils viennent des fonds d'investissement, soit ils vont y travailler. D'ailleurs, quand vous êtes directeur général de Bercy, vous avez des grandes chances de finir dans un fonds d'investissement en vous faisant plein de thunes. Il n'y a pas un problème sérieusement dans ce système? Voilà le système. Et je vous le dis, M. Édouard Philippe sera celui qui poursuivra ce système. C'est un système macroniste au service de la finance prédatrice. Et je vais y venir tout de suite, mais je ne serai pas trop longue sur les Forges de Tarbes parce que celui qui est le plus au courant du dossier, je vous le dis, c'est Aurélien Saint-Toul. Mais sachez que tout a été formé pour favoriser cette finance prédatrice avec la Bercy, le ministère de l'économie,
les tribunaux de commerce et la banque publique d'investissement avec tout un système de pantouflage, une république des copains. Et des gens qui sont liés entre eux. Voilà. Et je veux juste vous dire que c'est essentiel pour comprendre les nouvelles transformations du capitalisme financier. Parce que finalement, cette nouvelle finance, c'est le nouveau canal d'extraction fulgurante des richesses créées par les travailleurs. C'est-à-dire que la richesse créée par les ouvriers, par les techniciens, par les cadres des forges de Tarbes, toute cette richesse-là est en train d'être aspirée à très grande vitesse par quelques financiers. Et en l'occurrence, pour les forges de Tarbes, c'est tout simplement aspiré par un fonds financier voyou logé aux Bahamas, le fonds Alpha Blue Océan, par M. Pierre Vamineuse, qui nous nargue au bord de sa piscine aux Bahamas. Moi, j'ai essayé de lui écrire parce que je lui ai envoyé une convocation officielle pour être auditionné dans une commission d'enquête parlementaire qui est quand même le dispositif le plus puissant qu'on ait au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a même eu les ministres qui sont venus, d'accord? Et bien, M. Pierre Vamineuse n'a même jamais daigné répondre. Il m'a mis en masqué sur WhatsApp, parce que j'ai réussi à récupérer son numéro. Il n'a même jamais daigné répondre, par contre, il nous nargue au bord de sa piscine. Et bien, tout ça est autorisé par Bercy. Tout ça se fait avec la complicité du gouvernement. Qu'attendent les gouvernements? Depuis combien de temps? Vous vous rendez compte? Ça fait des années que les gouvernements acceptent ça. Il suffirait de dire du jour au lendemain, cette pratique prédatrice, je vais revenir, d'Alpha Blue Océan, qui s'appelle du mécanisme dilutif, est interdit. Il suffirait d'une petite loi qui passerait tout de suite à l'Assemblée, qui serait votée manu militari, et qui empêcherait ce désastre. Eh bien non, ils ne le font pas. Donc j'appelle ça de la complicité. Ne pas faire est être laisser faire est être complice de ce désastre. Et donc pour finir là-dessus, en ce qui concerne le fonds Alpha Blue Océan. En fait, c'est pas que les forges de Tarbes. Ça s'appelle Europlasma, c'est donc une société que je considère comme une forme de société écran, qui en réalité est Alpha Blue Océan. Je suis allée faire un contrôle à Bercy, c'est là que j'ai découvert, puisque j'avais le droit en tant que rapporteur, j'ai découvert qu'en fait, la vente des forges de Tarbes à Alpha Blue Océan, Europlasma, et des fonderies de Bretagne s'était fait avec l'autorisation de Bercy, puisque c'est sous le sceau du contrôle des investissements étrangers, donc ils auraient pu refuser. Ils l'ont accepté en 2021 pour les forges de Tarbes, ils l'ont accepté pour les fonderies de Bretagne, je crois que c'est en 2025, alors qu'il y a déjà plusieurs condamnations de ce fonds Alpha Blue Océan par des autorités de régulation bancaire pour manipulation de cours. Et donc, Alpha Blue Océan et Europlasma, qui sont donc, Alpha Blue Océan, c'est un fonds gangster voyou. Europlasma, c'est une entreprise voyou gangster. Je vous le dis, parce que je peux le dire et que je suis parlementaire. Sachez que pour 10 fois moins que ça, il y a des dirigeants syndicaux qui ont été sous procédure de licenciement et mis à pied. Moi, je peux le dire parce que je suis députée. Donc, j'en profite et je vous le dis. Et Aurélien Saint-Toul l'a dit en audition. Il a été menacé, mais il a dit « Je maintiens ce que j'ai dit ». C'est donc un fonds gangster voyou qui passe par une société écran voyou qui est Europlasma, dirigé par un patron voyou qui s'appelle Monsieur Garnache, d'accord, qui est copain comme cochon avec le fondateur d'Alpha Blue Océan, Monsieur Pierre Vamineuse, qui est lui aussi un financier voyou. Voilà, comme ça les choses sont claires, et s'ils veulent nous poursuivre, qu'ils le fassent, au moins on fera parler de l'affaire. Voilà. En l'occurrence, j'ai déposé un signalement à l'autorité des marchés financiers au mois d'avril, on me donne rendez-vous au mois de septembre. J'ai demandé un rendez-vous avec le cabinet, avec le ministre, je suis obligée de relancer le cabinet, j'ai rendez-vous pour les fonderies de Bretagne qui sont depuis en redressement le 23 juillet. Donc voilà, ils ne sont pas pressés parce que depuis qu'on a fait notre signalement et notre demande de rendez-vous, les fonderies de Bretagne, qui sont aussi dirigées accaparées par Europlasma et Alpha Blue Océan, les fonderies de Bretagne sont elles aussi
en redressement. Valdunes est extrêmement mal au point et vous avez plein d'autres entreprises qui sont en train de s'écrouler. Pourquoi, et je finis là-dessus? Parce que ce sont des purs spéculatifs financiers qui ne fonctionnent que par manipulation de cours. Ce qui est le cas d'ailleurs, même pas, pour vous dire le degré d'impunité qu'ils ont, pendant la commission d'enquête, ils nous disent, le PDG d'Europlasma, M. Garnache, nous dit « Je vais développer les activités de défense ». Quelques semaines après, on apprend qu'ils veulent céder leurs activités de défense pour 150 millions d'euros. Ce qui est totalement invraisemblable, par ailleurs. Pourquoi ont-ils fait ça? La veille, comme par hasard, ils venaient de convertir, et je suis vraiment là-dessus, ils venaient de convertir leurs dettes, si vous voulez, leurs obligations, je vais y revenir, en actions. Donc ils ont fait ça pour faire monter le cours de l'action, pour pouvoir les revendre ensuite au meilleur prix. Et c'est comme ça qu'Alpha Blue Océan se fait de l'argent. C'est ce qu'on appelle l'OCAPSA, ou mécanisme dilutif. C'est-à-dire comment ça fonctionne, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de fonds propres. Il n'y a personne qui leur place de l'argent dans Alpha Blue Océan. Ce qu'ils font, c'est qu'ils arrivent, ils prennent des entreprises en difficulté, ils prêtent un peu d'argent, ça fait ce qu'on appelle des obligations, vous comprenez? Des obligations de dette, mais qu'ils ont le droit de convertir en actions quand ils le souhaitent, qu'ils revendent ensuite sur les marchés. Et donc ils créent je ne sais combien d'actions, ce qui fait plonger le cours de l'action et ruine je ne sais combien de petits actionnaires par ailleurs. Donc non seulement ça met sur la paille et ça ruine les entreprises, mais en plus ça ruine tous les petits actionnaires. D'ailleurs, on a des petits actionnaires qui sont venus à l'Assemblée nationale, parce qu'on a fait des états généraux des entreprises pillées, on a eu des petits actionnaires qui sont venus nous parler à la fin. Vous voyez? Voilà, et donc pour vous dire, ça ne devrait même pas exister en France. On ne devrait pas avoir le droit de faire ça. Vous voyez? Et donc, le seul moyen, et c'est ce que nous on porte, la France Insoumise, et c'est ce que nous ferons si nous gagnons en 2027, nous désarmerons cette finance prédatrice. Croyez-moi, un tel fonds n'aura même pas droit de citer en France. Même pas droit de citer. Et deuxièmement, et ça c'est fondamental, parce qu'à chaque fois on nous a répondu « Ouais, mais il n'y avait personne d'autre pour reprendre les forges. Il n'y avait personne d'autre pour reprendre les fonderies. Il n'y avait personne d'autre pour reprendre Valdunes. » Alors, ce que nous a dit le ministre de l'économie, M. Lescure, « Ah ben oui, mais bon, ok, on a vendu, mais il n'y avait rien d'autre. » Mais ça craint un ministre de l'économie qui nous dit ça. Qui nous dit, mais il n'y avait rien d'autre pour reprendre des entreprises absolument stratégiques, alors que le président de la République il vient de dire qu'il fallait faire 100% souverain sur la défense nationale. Ça craint, non? Bien, et donc je vous le dis, le jour où nous arriverons au pouvoir, le jour où nous gouvernerons, nous aurons une véritable banque publique des besoins qui ne sera pas la banque publique d'investissement actuelle. Nous la refondrons de la cave au grenier. Non, de la cave au grenier. Nous la refondrons totalement. Elle sera véritablement au service des besoins. Et oui, nous aurons, de la même façon, nous aurons l'épargne des Français qui ne servira pas à enrichir des fonds d'investissement avec tous les petits copains dedans, mais qui servira aux entreprises en difficulté pour peu qu'elles soient stratégiques et qu'elles répondent à une véritable planification industrielle. Voilà comment nous réindustrialiserons la France avec un véritable fonds public à destination de ces entreprises dont nous avons besoin comme les forges de table. Parce qu'il est hors de question que tout l'acier, quel que soit le débat qu'on peut avoir sur l'armement ou pas de la France, il est hors de question que l'acier, que vous avez partout ici, il est hors de question que toute la métallurgie et la sidérurgie soient en train de passer sous pavillon étranger comme c'est le cas aujourd'hui. Je l'ai dit aux salariés, et nous l'avons dit aux salariés d'ArcelorMittal pour lesquels on a gagné la nationalisation 2 fois le vote à l'Assemblée nationale. Ce qui fait d'ailleurs que la loi, elle est prête à être mise en œuvre et nous nationaliserons ArcelorMittal le jour où nous arriverons au gouvernement. De la même façon, parce que nous ne nationaliserons pas tout, de la même façon, nous aurons cette banque publique et croyez-moi, une usine comme les forges de table, jamais elle ne fermera ses portes, bien au contraire,
elle sera au service de la souveraineté industrielle et au service de nos besoins. Il est hors de question que toute cette métallurgie parte ailleurs qu'en France. Vous en avez partout autour, il est hors de question que nous dépendions des marchés internationaux. Oui, nous serons là, et je le dis aussi, contrairement au discours de l'extrême droite, qui sont, l'extrême droite nous dit ouais, nous sommes les meilleurs amis de la réindustrialisation, que dalle. On ne les entend jamais sur la finance prédatrice, parce que derrière, il y a tous leurs petits copains financiers, et que de toute façon, ils se taisent dès qu'il s'agit de s'attaquer aux grands patrons et à cette grande finance. Donc nous le disons, oui, nous nous attaquerons à cette finance prédatrice, et oui, c'est ainsi que nous réindustrialiserons la France et que nous retrouverons notre souveraineté industrielle, à commencer par les forges de Tarbes. Je finis en disant un grand merci aux représentants de salariés, aux représentants de syndicaux qui sont allés témoigner à huis clos ou pas dans notre commission d'enquête, et il y en a dans cette salle, sans laquelle nous n'aurions jamais pu mener cette commission d'enquête. Et je veux dire que c'est grâce à leur courage, d'abord avant tout, partout dans ces entreprises pillées, que nous avons pu faire notre travail. C'est grâce aussi à cela que pour l'instant, les usines tiennent. Sans ces salariés, ce ne serait pas le cas. Donc bravo à eux. Merci beaucoup Aurélie. Donc on voit en fait l'importance que peuvent avoir ces commissions d'enquête, parce qu'en effet il y a des moyens qui sont donnés aux députés en termes d'administrateurs, en termes de pouvoir aussi de convoquer un certain nombre de personnes qui ont l'obligation normalement d'être présentes, sinon ils peuvent avoir une amende et on a vu qu'en effet que certains se permettent de ne pas se présenter. Donc on reviendra sur les propositions aussi, parce qu'autour du rapport il y a aussi une quarantaine de propositions. Quand tu parlais de l'extrême droite, en effet l'extrême droite, moi, pour avoir entendu un journaliste demander à une députée de l'extrême droite justement sur la finance, qu'est-ce qu'il comptait mettre en place justement au moment du vote, des discussions autour du budget sur les plus riches de ce pays. Oh là là, il ne faut pas envoyer de mauvais signal. Il dit exactement ça. On ne va pas envoyer de mauvais signal, voyez. Donc on n'est pas prêt d'avoir ce genre de démarche avec eux. Donc je vais passer la parole à Aurélien qui suit depuis très longtemps les dossiers, qui est membre de la commission de défense. Merci beaucoup. Bonsoir à tous et tous. Merci évidemment à Aurélie pour le travail qu'elle a mené, pour le propos qu'elle vient de tenir. Merci en particulier évidemment à Sylvie. Ça fait longtemps qu'on envisage ce déplacement et qu'on se dit qu'il faut vraiment qu'on vienne évoquer la situation des forges de Tarbes, parce que oui, c'est vrai que ça fait longtemps que l'alerte a été lancée, ça fait longtemps que les salariés, les représentants des salariés qui frappent à toutes les portes, en fait, je veux le dire, hein, ils sont disponibles pour n'importe quel politique qui veut s'emparer des sujets et qui veulent les traiter. La réalité, c'est ça, et qu'il n'y a pas de démarche partisane de leur part. Je pense que c'est de l'honnêteté, de la loyauté et depuis de l'amitié à leur égard que de le dire. Ils n'ont pas choisi des gens avec qui ils avaient des affinités politiques ou pas, peut-être qu'ils en ont, j'espère, mais bon, en soi, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que ces camarades-là, ils ont frappé à toutes les portes pendant des années et que personne ne leur a répondu. Voilà la situation. Et que quand il est question d'actionner tous les leviers, ils le font sans aucun état d'âme, parce que ce qu'ils font, ils le font pour le collectif, l'ensemble des salariés de l'entreprise, etc. Et moi, je veux leur rendre hommage parce que je les ai vus. J'étais pas encore député, j'étais assistant parlementaire. Et donc, voilà, un jour, on reçoit un mail, on dit, écoutez, monsieur le député, il y a une situation, je pense que ça intéresse la défense nationale, la souveraineté, le bien commun, vraiment, nous, on est dans une situation de difficulté, l'avenir de l'entreprise est en danger, mais vous qui êtes chargé des destinées du pays d'une certaine façon, qui êtes garant de l'intérêt général, vous devez aussi vous intéresser à ça, pas que pour nous, mais pour le bien commun. Et je crois que c'est vraiment un point fondamental. Les syndicalistes, les représentants du personnel dans les boîtes, petites, grandes, etc., ils subissent une pression maximale, et dans le cas des forges de Tarbes, elle est énorme, avec du harcèlement, de la discrimination contre les syndicalistes. Et il faut que nous leur sachions gré de la situation qu'ils affrontent et des difficultés qu'ils rencontrent, non pas pour eux-mêmes, non pas pour sauver leur seul emploi, ce qui serait déjà pas mal, mais parce qu'ils le font aussi avec l'esprit du collectif et pour le service des autres. Et ça, vraiment, ça mérite qu'on les remercie, parce que sans leur travail, leur expertise, ce sont eux qui connaissent le mieux les boîtes. Et alors, je me le retiens encore une fois, parce qu'au fil des années,
on s'était jamais rencontrés, mais ils sont devenus quasiment des amis parce que ils sont dans une situation de désarroi, de doute, de colère, d'inquiétude, de menace, et on se dit mais c'est pas possible qu'on les laisse comme ça. Alors voilà, je le redis avec vous aujourd'hui, c'est ces gens-là qui ont sauvé les Forges de Tarbes, et si aujourd'hui on vit encore, il y a encore des Forges de Tarbes à Tarbes, c'est parce qu'il y a eu des délégués syndicaux pour se bouger, pour aller frapper à la porte de qui voulait bien les écouter, du préfet, des députés, de la commission de la défense, du ministère des armées, etc., etc. Et si tout ça ne s'est pas effondré déjà comme un château de cartes, c'est parce qu'ils ont lancé les alertes. Voilà. Et donc, encore une fois, gardez-le bien à l'esprit, parce que j'imagine que parmi vous, il y en a des syndicalistes, mais que tout le monde ne l'est pas, je sais bien comment est la vie, et que c'est trop ingrat parfois comme situation de se taper tout ce sale boulot pendant des années, pendant se préoccuper pour les autres, etc. Et puis un jour, on se dit, on s'entend dire oui, mais bon, en même temps, c'était pour ton boulot, c'était pour sauver ton emploi, et puis c'était pas pour les autres. C'est très cruel, et moi j'ai trop le sens de ça, pour ne pas vous interpeller et vous dire de les avoir en amitié et de les protéger, et de savoir qu'ils ont fait ce travail-là. Voilà, je voulais avoir ce mot pour sur le fond, la difficulté, c'est Aurélie qui a commencé à vous expliquer les OCAPSA, et en moins de 5 minutes, et c'était assez clair, mais je pense que comme la pédagogie est à base de répétition, il faut le redire 2 fois pour qu'on comprenne bien comment ça marche, et je vais m'employer à ça. Mais je veux d'abord tirer les conclusions, ce que vient de dire aussi, des conclusions très simples de ce que vient de dire Aurélie. Vous avez noté comme la description du phénomène d'ampleur générale que représente la financiarisation et la prise du pouvoir par cette finance privée, hors banque, elle pourrait susciter chez nos adversaires un peu de goguenardise. Moi je sais ce qu'ils vont dire. Quand vous allez leur dire, vous avez remarqué que c'est l'ancien directeur du Trésor qui a rejoint KT Capital, que c'est le fils, qu'il a embauché le fils de du directeur de BPI France. On va vous dire, mais c'est du complotisme. Mais c'est du complotisme. Alors, vous pourrez leur répondre très tranquillement, c'est pas du complotisme, c'est du capitalisme. Et donc, au moins, vous aurez une notion claire des choses. C'est pas qu'ils sont méchants, c'est qu'ils sont placés comme ça et qu'ils défendent leurs intérêts. Alors évidemment, très naturellement, tu travailles avec ton collègue. Vous aussi, ça doit vous arriver, simplement vous n'êtes pas en position de pouvoir. Enfin, j'imagine que la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas dans ces cas-là. Donc parfois, on se rend des services. Mais quand ils sont très au-dessus, dans la pyramide sociale, ça leur paraît, mais alors, biblique, normal. Je te rends un service, tu me rends un service. Ça, c'est pas machiavélique. C'est comme ça, c'est construit comme ça. Donc si vous voulez y mettre fin, il faut vous attaquer au mécanisme. S'attaquer au mécanisme, ça s'appelle l'anticapitalisme, et ça tombe bien, c'est le programme qu'on va défendre. Ça c'est le premier point, parce que, après tout, je pense que quand il faut mettre en relation des faits concrets, très précis et simples, et puis ensuite les grandes idées, les grandes notions, vous voyez que tout ça communique bien. Vous avez remarqué comme finalement la finance, elle a un visage, elle a une adresse. Alors le visage, on les a donnés, c'est des noms de personnes qui doivent assumer leurs responsabilités, et puis les adresses, c'est aux Bahamas. C'est aux Bahamas. Alors là, on ira les chercher s'il le faut, hein. Parce qu'après tout, les Bahamas, on doit pouvoir se mettre d'accord, hein, des conventions fiscales avec des petits pays qui sont protégés par quoi? Par rien. Je ne dis pas que j'ai l'intention d'envahir les Bahamas, hein, parce que je ne me fais pas dire des choses que je n'ai pas dites. Mais on doit pouvoir entamer des rapports de force avec certains États qui décident d'abriter des entités financières qui en réalité minent l'ensemble de l'économie mondiale. Donc moi je crois qu'il faut qu'on soit très clair. Notre ambition politique, quand on vous le demandera, c'est de changer la France, mais c'est aussi de changer le monde, et on le fera parce que en réalité personne nous a donné gagnant pendant 15 ans, et que c'est de progresser. Et bien il ne est pas encore gagnant à Wall Street, mais croyez-moi, on finira gagnant, y compris à Wall Street. Et d'ailleurs vous avez vu, il y a déjà Mandani à côté qui va peut-être qui pourra nous traiter main forte si besoin. Et donc voilà, je mets un petit peu de politique générale, mais il me semble que c'est utile. Vous voyez, les Forges de Tarbes, les Bahamas, tout ça est déjà connecté. Donc c'est notre rôle, à nous, d'avoir la volonté de comprendre et de transformer. Voilà, c'est ce que je voulais dire dans un deuxième temps. Alors, j'ai la tâche facile, puisque je passe après Aurélie Trouvé, qu'elle vous a donné le cadre général. J'avais rien trop préparé, parce que je me suis dit que j'allais me couler dans ses pas.
et rebondir sur certaines des choses qu'elle dirait. Sylvie a évoqué l'extrême droite. Alors, figurez-vous qu'il y en a un du parti de Ciotti qui a essayé de faire le coucou en politique, c'est-à-dire d'utiliser le travail des autres pour se faire mousser. Celui-là, il s'appelle Jérôme Verny et il est l'un des actionnaires de Frontières. Vous savez, le média qui n'est pas vraiment un média et qui est un tract d'extrême droite violent. Celui-là, il a essayé de venir nous voir en nous disant « Ah, j'ai vu que vous avez travaillé sur les OCAPSA, intéressant. » Et alors, lors de la dernière niche parlementaire, une niche parlementaire, c'est le jour pendant lequel à l'Assemblée nationale, un groupe parlementaire décide de l'ordre du jour. Voilà. Donc, l'extrême droite, UDR, Ciotti, ils avaient leur niche parlementaire, ils ont décidé d'essayer de pousser différents sujets, et alors ils ont essayé de faire un texte de non-interdiction des OCAPSA. Ils voulaient faire croire que c'était une interdiction des OCAPSA, mais c'en était pas une. Alors, l'intérêt pour eux, c'était évidemment, ils étaient emmerdés parce qu'ils se sont rendus compte que la France Insoumise, en travaillant sur ce sujet, c'est attirer la sympathie de beaucoup de petits porteurs. Des gens qui avaient un petit baguette et qui se disaient je vais me mettre dans l'économie, un peu dans la bourse, et puis ça va fructifier, je vais m'en sortir. Des gens qui ont été un peu crédules, quoi. Mais pas Bernard Arnault, des gens qui n'étaient pas trop équipés, quoi. Et ils se sont fait plumer. Et on leur a dit, mais c'est dégueulasse. C'est pas que vous avez fait quelque chose que nous, on n'aurait pas fait. Voilà, on va pas, nous, a priori, plutôt souscrire, aller jouer en bourse. Mais c'est pas criminel, c'est légal. Vous avez le droit de faire ça. Et puis tout vous incite à faire ça. La plupart du temps, il vous empêche d'avoir la retraite dans de bonnes conditions. C'est normal que vous cherchiez à avoir un baleine et à essayer de le faire fructifier. Donc personne ne vous en veut de ça. On n'aurait juste pas fait comme vous, mais vous vous êtes fait pigeonner, il n'y a pas de raison qu'on laisse ça passer. Et donc, l'UDR était en panique, parce que vous comprenez, la petite bourgeoisie, il fallait quand même montrer des gages. Et en même temps, il fallait protéger la finance. Donc ils se sont tordus un peu le cerveau, et puis ils ont inventé qu'ils allaient dire « Ah, mais sur les OCAPSA, on va faire quelque chose, on va réguler, on va soumettre l'utilisation des OCAPSA à une autorisation, un agrément. » Bingo, ça existe déjà dans le droit. Alors, c'est pas appliqué, c'est vrai. La preuve, on l'a refait figurer dans le rapport. Il y a bien signalé qu'au moins, il fallait appliquer la loi telle qu'elle était. Mais ils ont juste fait ça, pas plus. Et quand on leur a dit qu'il faut interdire les OCAPSA, les Anglais interdisent les OCAPSA. Bon, la City, c'est pas exactement un paradis bolchevique. Eh ben, non, ça, ils n'ont pas voulu le faire. Ils se sont dit, ah non, il fallait pas. Et ça, c'est très emblématique de la position de l'extrême droite. D'un côté, on fait croire aux petits actionnaires, aux petits, etc., on est avec eux, mais quand même, quand il est question de protéger les gros, le grand capital, évidemment, on ne fait pas le geste de trop de ce côté-là. Et donc ça, c'est très important. Et s'agissant de la relocalisation de l'activité et de la production, cette idée de signal qu'il ne faut pas envoyer aux acteurs économiques, aux gros acteurs économiques, aux gros capitalistes, c'est exactement celle que vous avez entendue, j'imagine que vous avez la mémoire de ça, mais chez les macronistes. On ne peut pas donner cette impression que l'État va s'immiscer dans les mécanismes du marché. C'est exactement du macronisme dans le texte. Alors je veux vous raconter comment ça s'est passé, parce que on s'est rendu à Bercy, il y a de ça quasiment un an, il y avait 30 mai 2025, voilà, donc ça fait un peu plus d'un an, heureusement que tu es là, José. Et donc on s'est rendu à Bercy avec Éric Coquerel, président de la commission des finances, une des déléguées des Forges de Tarbes, qui fait l'objet de pression, donc voilà, je ne la nomme pas, mais je la remercie quand même beaucoup. Et puis, José était là aussi, et puis moi j'étais là, et Sylvie aussi était là, pour interpeller le ministère de l'économie en leur disant « Mais qu'est-ce que vous foutez ? Tout simplement, qu'est-ce que vous laissez se dissoudre, en réalité, le site des Forges de Tarbes, etc. » Et on a été reçus. Il y a une grosse pause là, parce que j'ai envie d'être très grossier et je vais me l'interdire, mais par le directeur adjoint du cabinet du ministre délégué. Donc, on a senti qu'on nous prenait au sérieux. Et celui-ci, non mais je dis ça parce que c'est pas que j'ai la grosse tête, mais je suis représentant du peuple français.
J'avais avec moi, on était 2 représentants et un troisième avec Éric Coquerel qui est président de la commission des finances. C'est l'une des personnalités les plus importantes de l'Assemblée nationale. Il est hors de question qu'on regarde nos souliers, pas parce qu'on a la grosse tête à titre individuel, mais parce qu'on a reçu un mandat du peuple français et qu'on a bien l'intention de le faire respecter. C'est très important ce qui se passe. La façon dont ils piétinent systématiquement les parlementaires et dont certains médias parlent de la représentation nationale comme de petits privilégiés, etc., de gens qui n'ont pas de conviction, ça ne sert qu'une chose, servir la soupe à l'exécutif et au pouvoir. Nous avons un mandat et nous avons bien l'intention de le faire respecter. Nous ne sommes pas encore en 6ème République, c'est pas une raison pour laisser marcher sur la République tout court. Voilà, nous ferons la 6ème République, mais dès aujourd'hui, nous avons des prérogatives, nous avons des droits, nous avons des pouvoirs, et nous avons bien l'intention de les faire respecter. Et d'ailleurs, je signale que le cornu Premier ministre n'a pas daigné répondre à la convocation de la commission d'enquête d'Aurélie Trouvé, et que c'est bien le signe d'un pouvoir autoritaire, ou qu'il y a des penchants autoritaires parce qu'il ne rend pas compte de ses décisions, et ça c'est inacceptable. Alors je ferme cette parenthèse et je reviens sur mon histoire à Bercy. Comment ça se passe à Bercy? Eh bien, ce blondin, là, ce gandin, comme on aurait dit au XIXe siècle, le Blanc-Bec, nous dit mais vous comprenez, évidemment, l'entreprise est en difficulté, parce que si elle n'était pas en difficulté, il y aurait des banques pour prêter. Merci, première nouvelle. Alors on est bien obligé d'accepter des mécanismes de financement exotiques. Tu parles, c'est les Bahamas. Voilà comment il caractérise les choses. Donc lui, avec ce genre de désinvolture, il nous explique, bien sûr, on va à la catastrophe, mais mon Dieu, on va pas s'en occuper nous directement, ce serait envoyer un mauvais signal. Je close un tout petit peu, j'extrapole un tout petit peu son propos, mais voilà ce qu'il nous a dit. J'étais tellement outré qu'on a failli se lever et partir. Voilà. Et après, les autres, les ministres, quand vous arrivez à leur attraper la veste, parce qu'on est dans la même situation que n'importe qui en réalité, parce qu'ils ne respectent pas le mandat qu'on a. Encore une fois. Quand on arrive à peine à leur attraper la veste, ils vous disent gentiment « Oh oui, oui, je comprends ». Moi, Sébastien Lecornu, je l'ai rencontré 2 fois au ministère, dans son bureau, à l'hôtel de Brienne. Une fois par an, en 23 et en 24, je crois. Ou en 24 et 25, je ne sais plus. Et je lui ai dit, ça va dans le mur. Oh, mais c'est bizarre, monsieur le député, parce que moi j'ai d'autres retours de la DGA, la délégation générale pour l'armement, mais vous savez, ça me préoccupe. Je vais y aller. Et puis même, vous viendrez avec moi. C'est jamais fait. C'est jamais arrivé. Il n'avait pas le temps. C'était pas si important que ça. Et puis il n'avait pas le temps pour venir à la commission d'enquête. Donc ces gens sont des margoulins. Il faut le savoir. Ils nous donnent des leçons de politesse en permanence. Et ça, je pense que c'est important, parce que j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous ont quand même le cœur un peu militant, ils ont envie de prendre la parole. Et je sais à quel point, souvent, on ne se sent pas légitime, on se dit ceux-là, ils savent, ils veulent pas faire le mal, ils ont forcément de bonnes intentions, et puis ils ont fait de grandes écoles, etc., etc. Eh bien, peut-être, mais ce sont soit des feignants, soit des margoulins, et il faut l'assumer. C'est vrai, et on n'a pas à regarder les idées. La réalité, c'est que pendant des années, on s'est posé la question dans le dossier depuis 2020, et je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est moi qui comprends pas, c'est pas possible. Ils vont pas laisser faire ça, moi je les connais, j'en ai croisé. Le Cornu, c'est un mec sympa. Il va pas laisser faire ça juste parce que il serait mauvais. Je me suis persuadé pendant des années qu'on n'avait pas bien compris l'affaire. Jusqu'à ce que j'ai un journaliste du Wall Street Journal au téléphone et que je lui dise « Bon, vous qui êtes spécialiste des affaires, vous êtes d'accord? C'est une escroquerie. » Ah, il m'a dit « Ah oui, pour moi c'est une escroquerie. » Et il a fallu ça pour que je me l'ancre et je me dise « Bon, j'en étais persuadé, mais dans le fond, j'avais toujours ce petit doute, ce sentiment d'illégitimité en me disant « Après tout, j'ai pas fait HEC, peut-être que je suis un con. » Eh ben non, j'étais pas un con, je vous le confirme, c'est des échos. Voilà, c'est ça qu'il faut pouvoir se le dire. Il faut qu'on l'assume. C'est dur à vivre en politique. Et dans la bataille qu'on mène, on a en permanence des gens qui nous confrontent à ces situations et qui nous disent « Mais qui vous êtes pour en juger? Qui vous êtes pour en juger ?» Ben vous inquiétez pas, on a entre les oreilles un cerveau qui fonctionne et faites-vous confiance de ce point de vue-là, et je le retiens encore une fois, c'est très important. Alors je vous raconte vite fait les OCAPSA, comment ça marche pour que vous l'ayez bien à l'esprit. OCAPSA, obligation convertible en action
avec bon de souscription d'actions. Je vais dire à peu près la même chose qu'Aurélie, mais la première fois, moi, j'étais un peu confus, donc je vous le refais. Vous êtes une boîte en difficulté financière. Dans le cas des Forges de Tarbes, bon, vous avez un outil productif qui fonctionne, mais qui est vieux et il faut le rénover, tout simplement. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez voir une banque, et la banque vous dit « j'ai vu votre bilan, vous n'avez jamais remboursé ». Bon, ok. Donc vous allez frapper à une autre porte et vous tombez sur un truc qui est un fonds financier. Quelqu'un qui vous prête de l'argent, voilà. Un usurier en réalité. Quelqu'un qui vous prête de l'argent et qui vous dit alors, ce qu'on va faire, c'est que je vous prête de l'argent, mais vous me le remboursez à un taux, bon, à échéance. Ça s'appelle une obligation. Si vous ne me remboursez pas, bon, bah, c'est hypothécaire, d'une certaine façon, c'est un mécanisme simple. Je deviens propriétaire d'actions de votre boîte, je deviens partiellement propriétaire de la boîte. C'est le volume des actions. Mais, bon de souscription d'actions, j'ai la possibilité de rajouter et de racheter encore plus d'actions. D'accord? Elles n'existent pas encore, mais c'est moi qui vais les créer. D'accord? Évidemment, la boîte en question n'est jamais en mesure de rembourser. Donc, arrivé à l'échéance, celui qui a prêté se retrouve avec des actions en main, pas du cash, des actions, et des actions bonus en plus, valorisées à un prix entendu d'avance, fixé. À ce moment-là, il va sur les marchés financiers et il revend ses actions. Ce qui veut dire qu'il y a en circulation plus d'actions que d'actions qu'il y avait au départ. Le propriétaire même de la boîte ne dirige plus vraiment la boîte, puisqu'il n'a plus la majorité des actions en main. Alors, si c'est celui qui a prêté qui les garde en main, il en a le contrôle. Mais s'il ne les garde pas en main et qu'il les met sur le marché, personne n'a peut-être le contrôle, puisque ça va s'éparpiller. Mais celui qui a mis les actions sur le marché, lui, il va faire une culbute. Voilà, ça vaut la peine. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Comme il a émis beaucoup d'actions, la valeur de l'action va baisser immédiatement après la vente. Donc ceux qui avaient investi, eux, ils avaient mis 1 euro, mais leur action vaut plus que 50 centimes, donc ils ont déjà perdu la moitié de leur investissement. Et on va refaire tourner le manège plusieurs fois, parce que l'entreprise, elle est toujours dans la difficulté, et elle a toujours besoin. Et tant qu'il y a des cons pour acheter des actions à la fin, ben c'est pas grave, l'action elle va baisser. Mais s'il y a des gens pour continuer à acheter sur le marché parce qu'ils ne sont pas bien informés, ben celui qui prête et qui ensuite remet sur le marché, il continue à encaisser. Vous comprenez? Donc le mécanisme, c'est tant que je gagne, je joue. Ça peut continuer à baisser. L'entreprise ne vaut plus rien. Les actions, elles valent, vous savez, aujourd'hui, moins que 1 centime. Ça vaut 1/10 de centime. D'accord? À peine le prix du papier. Et alors, pour essayer de sauver les apparences, il y a des mécanismes d'écriture comptable. Alors moi, j'ai appris plein de mots anglais au fil des années. On m'a dit, on fait c'est un reverse stock split. Putain, c'est quoi le reverse stock split? Alors, je vous explique ce que c'est un reverse stock split. Je suis trop content de moi. Mais, et puis, c'était un défi. Je me suis dit, un jour, je le mettrai dans un meeting. Ça veut juste dire, vous me faites un paquet d'actions qui valent rien. C'est exactement l'histoire, vous savez, de la surinflation. Vous arrivez avec des billets dans une brouette. Ça ne vaut plus rien, sur l'inflation, vous avez vu ces images-là. C'est un peu la même chose. Vous avez des actions qui ne valent plus rien. Physiquement, vous en avez une montagne, mais ça vaut 200 balles. C'est pas grave. Vous les mettez dans un paquet fictif, et puis vous dites ah bah je vends mon paquet de 200 balles. En fait, vous avez 200 000 actions, mais peu importe. Donc le gars, il se dit ah bah j'en ai pour 200 €, c'est bien. Mais en fait, elle ne valent pas tripette. Et ça continue, et ça continue. Mais facialement, il a l'impression qu'il a acheté un nombre limité d'actions qui avaient une vraie valeur. Et ça continue, et ça continue. Et pour faire ça, pour manipuler le cours, pour que le cours ne s'effondre pas trop, qu'il remonte un petit peu et que les gens se disent qu'il y a des perspectives, parce qu'il faut bien qu'il y ait des gens pour acheter, eh bien il faut raconter des cracks. Il faut dire « Ah mais attendez, la guerre en Ukraine, quelle opportunité! On va fabriquer des obus à ne plus que savoir en faire. » Et alors vous vous retrouvez avec le patron qui va sur TF1 et qui interroge le président de la République en lui disant, le président de la République lui-même, en lui disant Monsieur Macron, il faut que les commandes elles arrivent parce que l'économie de guerre, nous on est prêts, nous on est prêts.
Et le mec, il n'investit jamais rien. Il laisse tout partir en capilote, tout partir en quenouille, il n'y a plus rien. L'outil productif, il pleut dans les ateliers, enfin bref, c'est une horreur. Et le président de la République lui répond tranquillement, oui, on fait des efforts, on va payer, on va passer les commandes. Et alors derrière, vous avez sur les forums, sur internet, des gens qui disent, ah vous avez vu, il va y avoir des commandes, l'État va envoyer la sauce, et donc du coup, il n'y a pas de problème, il y aura de l'argent qui va rentrer dans les caisses, et donc on peut investir, on va retrouver nos petits derrière, etc. Voilà comment tout ça fonctionne. Alors ça, c'est le cas spécifique Forge de Tarn. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait la même chose avec l'ensemble des boîtes. Donc Forge de Tarn, Val-du, Fonderie de Bretagne. Et la bulle a gonflé. Et maintenant, on est à la veille qu'elle explose. Au Fonderie de Bretagne, c'est pas des blagues. Les délégués syndicaux, quand ils ont été auditionnés, 2 jours avant, il y avait eu un suicide. Je ne sais plus si c'est un membre de la famille ou si c'est un ouvrier. Donc moi, voilà, je mets un peu de sourire dans cette affaire. Mais il y a des vies qui sont en train de briser, qui sont menacées par ça. C'était pas joyeux les copains. Et ça, les autres, ils en ont rien à faire. On leur dit, la bulle va exploser. Plus ça grossit, plus ça va faire mal. Ouais, mais qu'est-ce que vous voulez, on va quand même pas laisser fermer un site. Mais non, on vous demande pas de laisser fermer, on vous demande de planifier, on vous demande d'organiser. Parce que des besoins, et là c'est la commission de la défense, ou en tout cas le commissaire de la défense qui vous le dit, des besoins en armement, il y en a. Bon, ça réjouit personne. Mais à partir du moment où on a décidé d'avoir une armée plutôt que de ne pas en avoir, il va bien falloir l'équiper. Et si on doit l'équiper, on ne va pas aller acheter des équipements à des gens qui, du jour au lendemain, peuvent vous dire « Ah bah non, le jour où vous en aurez le plus besoin, on ne vous les fournira pas. » C'est pour ça qu'on a une industrie de défense. Ça n'amuse personne de fabriquer des canons. Mais on a décidé que c'était la meilleure solution pour avoir le moyen de se défendre et d'être maître de notre destinée. Bon. Mais dans ces cas-là, faites-le de façon cohérente. Définissez quels sont les besoins. On a besoin d'un contrôle précisément de l'État sur ces choses-là. Pas que ça aille à volo parce que des financiers se disent, même ceux qui ne sont pas complètement malhonnêtes, qui se disent c'est la fête, c'est la guerre à 800 km d'ici ou à 2000 km d'ici et donc on va produire. Parce que du jour au lendemain, quand il y a la paix, ils continuent à produire, ils attendent qu'une chose, c'est qu'une nouvelle guerre se déclenche. Et que s'il faut, ils ont gagné tellement d'argent qu'ils sont prêts à la déclencher eux-mêmes pour s'assurer qu'on continue à la vendre. Ça, je voulais le dire parce que, évidemment, c'est des sujets qui nous préoccupent quand on est de gauche. On ne fabrique pas des armes de gaieté de cœur. Mais en même temps, il faut bien, parce que si on ne le fait pas, nous, et sous contrôle, évidemment, on se met dans la main des marchés financiers et d'autres puissances. Et on n'a pas l'intention de le faire. Parce que si ce n'est pas nous qui le faisons, on finira par les acheter aux États-Unis. Vous avez compris le message. Donc voilà, je m'arrête là parce que j'ai fait 24 minutes et le pauvre José, il m'attend. Oui. Alors moi, j'ai pas droit à autant de temps qu'Aurélien, mais oui, mais je devrais pas être là. Avant tout, c'est ce que je voudrais dire, c'est que ceux qui devraient être là, c'est Benjamin Duez, dans le délégué syndical, qui n'est pas ici parmi nous. Je viens de procurer, elle est là, je pense qu'on peut l'applaudir. Et si aujourd'hui, ils ne sont pas là, ni l'un ni l'autre, ces deux délégués syndicaux CGT, c'est parce qu'effectivement, on a un capitalisme d'une violence et un patron voyou, le capital financier, qui attaque les délégués syndicaux, qui les poursuit, qui les met devant les tribunaux pour diffamation, alors que la seule chose qu'ils ont fait, c'est poser des questions sur la pérennité du site, qui les menace de licenciement, c'est le cas de Benjamin Duez. Ça dure depuis 4 ans cette histoire. Le ministre du Travail avait mis en l'air la procédure, avait dit non, vous n'avez pas le droit de le licencier. Il n'en reste pas moins que ce monsieur Garnache-Reuillot, il continue et il va au tribunal administratif. Et il y a effectivement un vent très mauvais en France, et pas qu'en France d'ailleurs. Mais maintenant, depuis des années, M. Macron, qui se pavane à Gavarnie autour de France, est en grande partie responsable de ça. Parce que c'est lui qui avait écrit la loi travail qui s'appelait la loi El Khomri. C'est lui qui, en 2017, a pondu des ordonnances qui ont remis en cause les droits et garanties des salariés. C'est lui qui fragilise les travailleurs et les travailleuses et qui permet à des patrons salopards
comme Garnache-Creuillot et toute sa bande, de s'en prendre aux délégués syndicaux. Ça, c'est une réalité. Pour ne donner qu'un chiffre, il y a 1000 représentants syndicaux CGT, il doit y en avoir d'autres organisations syndicales, il y en a 1000 qui sont aujourd'hui poursuivis à des titres divers, devant les tribunaux, dans des procédures de licenciement, dans des procédures bâillons. La procédure bâillon, c'est ce qui touche Josiane Frétier, qui effectivement, pour avoir dit « ce patron ne respecte pas ses engagements », est poursuivi, soi-disant, pour diffamation. Elle a dit exactement ce qu'a dit le directeur général de l'armement devant la commission d'enquête parlementaire, que M. Garnache-Creuillot s'en prenne au directeur général de l'armement, puisqu'ils ont dit la même chose. Eh bien voilà à quoi on est confronté aujourd'hui. Même Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, est poursuivie. Alors j'invite tout le monde, parce que le procès de Josiane Frétier, ça sera le 7 décembre. Il y a une pétition qui circule, qui a été signée par nombre de parlementaires. Il y a à peu près 2600 signatures. Il y a même la prix Nobel de littérature qui soutient Josiane Frétier, Annie Ernaux, et qui l'a signée. Eh bien, tous ceux qui ici, allez-y, signez-la. Parce qu'ils le méritent. Parce que les délégués syndicaux n'ont pas vocation à être ni des martyrs ni des héros. Ils ont vocation à défendre les droits des travailleurs. Et le fait même que Jérôme Garnache-Creuillot s'en prenne à eux montre à quel point l'organisation syndicale dans l'entreprise est importante, primordiale. C'est un rôle primordial. Jaurès disait que la démocratie s'est arrêtée aux portes des usines et avec Macron, elle a encore reculé. Donc il faut effectivement les saluer, leur rendre hommage, et je rends hommage aussi à tous les travailleurs des forges de Tarbes, parce que leurs problèmes n'ont pas commencé. Leurs problèmes n'ont pas commencé avec Jérôme Garnache-Creuillot. Vous voyez, là, il y a un livre qui s'appelle L'Arsenal, l'histoire de l'Arsenal. L'Arsenal a fermé. Il y a un groupe multinational qui est arrivé qui s'appelle Vallourec, qui a repris ce site. Vallourec a voulu fermer, et il l'a fermé. Et on a eu un repreneur qui était déjà un serial repreneur qui s'appelait Altifort, un groupe franco-belge, un groupe de voyous, qui s'est effondré comme un château de cartes. Ensuite, on a eu le directeur de cabinet, l'ancien directeur de cabinet de M. Sarkozy, qui s'appelait M. Franck Supplisson. Alors lui, il a la justice chevillée au corps, comme Nicolas Sarkozy, puisqu'il a aujourd'hui un bracelet électronique. Donc, c'est tout ça pour vous dire qu'effectivement, je vois Yannick Cormière qui est là, on s'est battu comme des chiens pour que ce monsieur soit dégagé, et il est depuis en tôle, et on voulait effectivement un vrai industriel dans cette entreprise. On a eu à l'époque les pouvoirs publics avec un commissaire du gouvernement qui ont accompagné la reprise de Tarbes Industrie, et on a eu Europlasma. Et chez Europlasma, vous avez parlé tout à l'heure de la complicité des pouvoirs publics, chez Europlasma, ce qui a rassuré l'ensemble des salariés, c'est qu'on avait, et on a, dans son actionnariat, un monsieur qui s'appelle M. Laurent Collet-Dion. Des années directeur général de l'armement, le plus haut fonctionnaire du ministère des Armées. Alors je vous avouerai que, pour avoir assisté à beaucoup de réunions, ça nous mettait en confiance. On disait, ce grand comité de l'État, il ne va quand même pas se permettre de donner cette entreprise, de ne rien faire et de la laisser entre les mains d'un fonds qui est effectivement son capital aux Bahamas. Il nous a mis en confiance. Mais en même temps, ce qu'on demandait, et ce que demandaient les salariés, vous me démentirez parce que j'en connais certains je ne connais pas, ils sont rentrés il y a quelques temps, il y a peu de temps dans l'entreprise, on demandait KNDS, on demandait Nexter, et on le demande toujours, si j'ai bien compris. Parce que Nexter, c'est le principal client, c'est le principal fournisseur, et il est grand temps que les pouvoirs publics mettent le nez là-dedans. Nous, on n'a pas cessé de demander la nomination d'un commissaire du gouvernement comme précédemment. Ça nous a toujours été refusé. Et je suis tout à fait d'accord avec Aurélien Saint-Toul. La manière dont ont été reçus le président de la commission des finances, Sylvie Ferrer, députée du département, et Aurélien Saint-Toul, par ce blanc-bec, le directeur de cabinet adjoint totalement anonyme, la manière dont il nous a traités, mais quand il les a traités à eux de cette manière, c'est qu'il a maltraité l'ensemble des salariés. Parce que s'ils étaient là, c'était parce que nous, en tant qu'organisation syndicale, on était venus les voir. Alors oui, quand on est syndicaliste, on est biberonné à quelque chose qui s'appelle la charte d'Amiens, l'indépendance. Bien oui, on est indépendant. Moi, je suis indépendant de la France insoumise. Mais pour autant, lorsqu'on doit sauver l'emploi, quand on doit sauver un site industriel, on s'adresse à ceux et à celles qui peuvent, effectivement, en tant que parlementaires, en tant que représentants de la nation, nous aider à sauver le site. Et c'est ce qu'on a fait. Donc voilà,
C'est pour ça qu'on a mis une équipe. Et moi, je veux saluer les salariés et les représentants syndicaux. Je dis, ce ne sont pas des héros ni des martyrs, mais le travail qu'ils font aujourd'hui est à saluer par tout le monde. C'est de salubrité publique. Mais de salubrité publique aussi, la commission d'enquête parlementaire qui s'est tenue, qui est une commission d'enquête transpartisane. Et moi, je tiens à souligner, il est là à ma droite, et je le dis, je vais le saluer, parce qu'Aurélien Saint-Toul, avant même qu'il soit député, il était, attaché parlementaire, il y a 6 ans, on l'a appelé, et depuis 6 ans, il n'a cessé, et je sais que des fois on le relance et on ne le lâche pas, mais enfin il répond tout le temps. Et même tard le soir, c'est vrai. Mais moi je souligne sa constance, sa persévérance, et je crois que c'est les 2 principales qualités des militants, qu'ils soient politiques ou syndicaux: constance, persévérance, et malgré le fait qu'on ait en face de nous un pouvoir qui n'est pas de notre côté, et des forces du capital qui ne sont pas de notre côté, et que ce qu'elles cherchent, c'est à nous écraser, je pense qu'on a besoin de parlementaires qui sont aux côtés des travailleurs. Je vais terminer sur ce rôle des pouvoirs publics. Je dis qu'aujourd'hui, effectivement, j'ai cité Emmanuel Macron avec ses ordonnances. Mais c'est vrai que depuis des années, ce qu'on a pu constater, c'est que les pouvoirs publics ne jouaient pas leur rôle. Et qu'ils étaient même, alors je ne vais pas dire qu'il y avait de la collusion, je ne sais pas s'il y a de la collusion, mais en tout cas il y a de la complicité. Et notamment sur les 2 dernières années. Sur les 2 dernières années, chaque fois qu'on les a saisis, chaque fois qu'on a demandé au préfet de nous recevoir, chaque fois qu'on a demandé audience, on a bien compris et on a bien vu qu'il y avait une collusion et une complicité entre les pouvoirs publics et ces capitalistes-là. J'ai entendu un nom qui résonne en moi, il s'appelle Bruno Bézard. Il s'avère que c'était le directeur général des finances publiques. Moi j'y travaille, à la direction générale des finances publiques. Alors ce monsieur, effectivement, il est parti dans un fonds, je ne me rappelle plus. Il y a une commission déontologique qui est censée se réunir pour dire si on peut y aller ou pas, partir de la fonction publique quand on a servi au plus haut niveau. Ça a duré 15 jours pour lui dire oui, tu peux y aller et va travailler ailleurs et va remplir ton portefeuille. Je mets en parallèle que quand on est un simple fonctionnaire des finances et qu'on veut être par exemple auto-entrepreneur, ça met des mois à qu'on vous dise que tu peux ouvrir un camion à pizza, par exemple. Par contre, lui, au bout de 15 jours, il est parti et il est là en train de servir des intérêts qui ne sont pas les nôtres et qui ne sont pas ceux de la nation. Bon, écoutez, moi ce que je dis aujourd'hui, c'est que cette commission d'enquête parlementaire, elle a livré des conclusions, elle a livré des recommandations, et on veut que Forges de Tarbes continue à vivre. On veut effectivement, on le dit et les salariés le disent, on produit des corps de but, mais on est en capacité de produire autre chose aussi. Et à partir de là, effectivement, que KNDS reprenne cette entreprise, la réinternalise, parce que de toute manière, KNDS gère de fait cette entreprise, et on veut une bonne fois pour toutes que les pouvoirs publics nous entendent. Mais moi, je veux rendre hommage aux délégués syndicaux et à l'ensemble des salariés. Ça fait trop d'années qu'on les traumatise et qu'on les traite comme moins que rien. Voilà, merci. Alors on a un temps d'échange parce que c'est important aussi qu'il puisse y avoir vos questions, vos témoignages auprès d'Aurélie, de moi et des intervenants. Et donc on va faire circuler un micro. Voilà, donc on a besoin aussi de se nourrir de ce que vous vivez, de votre expérience. Et donc nous, ça nous sert aussi quand on est face à des décideurs. Voilà. Bonjour Christophe, je suis membre du nouveau parti anticapitaliste. Donc bon, déjà je tenais à vous remercier pour votre intervention qui était vraiment très très bien et votre venue. Et je me félicite qu'effectivement vous ayez pointé le problème, à savoir le système capitaliste. Et c'est pas un problème qui est nouveau, hein. Marx déjà il y a plus d'un siècle le dénonçait. Et je crois que parmi les choses, les Français, les gens qui sont ici dans la salle, sont dans l'attente justement qu'on mette en défaut ce système-là. Et qu'il y aura dans l'avenir et dans les mois à venir, je dirais plus, il y a un réel souci de notre part, justement, d'avoir des actions qui soient justement marquantes, qui montrent justement que
mais on ne va pas faire comme les autres ont fait jusque-là. J'entendais les personnes à la tribune qui disaient « Ah, Macron, il a fait ça ». Mais Macron, quand il se présente, il est clair et net, il ne se cache pas. Et on va me dire, mais comment ça se fait qu'on l'ait eu? Mais parce qu'on ne l'a pas vraiment choisi à Macron. On a fait un choix par défaut parce que, voilà, on ne voulait pas l'extrême droite. Et personne ne veut l'extrême droite, on est bien d'accord avec ça. Mais Macron, il n'a jamais avancé caché. Bon, enfin, passons ceci. Mais je crois, moi, qu'après avoir exposé les problèmes, il faut avancer certaines solutions. Et les solutions, selon moi, c'est de nationaliser certains secteurs qui sont stratégiques. Voilà, on ne peut pas continuer à laisser des acteurs privés se comporter comme des marchands qui viennent en fonction de là où ça rapporte le plus, venir capter. Il faut absolument qu'on nationalise certains secteurs en France. Il faudra qu'on assume ceci. Alors, évidemment, la réponse qui va nous être donnée, c'est de dire, si on nationalise, ça va coûter cher. Mais moi, je le dis, honnêtement, il faudra qu'on assume le déficit. Alors, l'Europe va nous dire, ah, mais vous êtes déficitaire. Il faudra qu'on assume ça. Et je crois que, on a quelque chose vraiment à faire là-dedans. Merci. Sébastien, je suis représentant syndical d'une boîte appelée CFD. Pourquoi vous ne poussez pas un peu plus pour trouver une solution pour border ces fameuses actions, ces dilutions-là? Parce qu'en fait, en définitive, c'est le nerf de leur guerre. Donc il faut s'attaquer plutôt à ça, je pense. Eux, ils veulent que de la thune et ils iront la chercher que là-dessus, en définitive. Alors donc, est-ce qu'il y a une solution pour que d'autres vous suivent, ou nous suivent? Puisque c'est une question, je vais passer le micro à Aurélie, qui a une formation d'économiste et d'ingénieur agronome aussi, on cumule les deux. Donc, je pense qu'elle est plus à même de répondre à cette question, même si ça a été quand même un petit peu abordé tout à l'heure. Bien, merci. En fait, ce mécanisme qui a été très bien expliqué à nouveau par Aurélien, le mécanisme dilutif, qui remet les petits actionnaires et qui pille les entreprises, je vous l'ai dit, nous, le jour où on arrive au pouvoir, on interdit ça en fait, on interdit les OCAPSA, on ne fait pas de l'hypocrisie type l'extrême droite là qui a dit qu'il fallait agrémenter, donc autoriser ça en réalité. Bon. Je veux juste vous dire que je cherche à faire une proposition de loi transpartisane avec le président de ma commission qui est du bloc macroniste, mais qui a été, en fait, il s'est énervé une seule fois dans la commission d'enquête, dans toutes les auditions, quand il y a eu l'audition de Garnache. C'est la seule fois où il a réussi à énerver le président de la commission démocrate, qui est quand même, un ultra calme, flegmatique. Voilà, et donc je vais travailler là-dessus pour la rentrée de toute façon. Après, on va se le dire. Il faut qu'on arrive au pouvoir. Enfin, je suis désolée de vous le dire. Moi, je fais le tour de France des entreprises pillées. J'étais avec les fonderies de Bretagne qui sont là aussi pillées par Alpha Blue Océan Europlasma. Il y a 3 semaines, juste quelques jours avant leur mise en redressement. Maintenant, je ne sais pas quoi vous dire de plus qu'il faut qu'on gagne, quoi. Enfin, je suis désolée de vous dire ça, mais je ne vois pas... Enfin, c'est compliqué parce qu'on nous dit, vous, députés d'opposition, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ils font tout pour nous museler, nous aussi. Ils nous mettent de l'obstruction sur nos niches parlementaires. De toute façon, de tout. Ils font tout pour qu'on ne puisse rien faire. Voilà. Vous voyez, 2 fois, on a voté pour la nationalisation d'ArcelorMittal. À l'Assemblée, ils sont en train de le bloquer. On l'a voté pour Atos. Enfin voilà, c'est ça. Je vous dis, je comprends la frustration. Je veux juste vous dire que pour renverser la table, il y a des élections présidentielles. Voilà. Sur l'anticapitalisme, bien, nous on est des anticapitalistes, je pense. En tout cas, moi, je me suis toujours pensée anticapitaliste. Nationalisation. J'étais la rapporteure de la nationalisation d'ArcelorMittal. Donc évidemment, je suis pour la nationalisation dès lors que c'est nécessaire. Comme Aurélien, il a porté la nationalisation d'Atos. Donc quand il y a besoin, il faut nationaliser. C'est le cas d'ArcelorMittal.
Il y a d'autres fois où on peut s'en sortir par la reprise par les salariés déjà. Bah ouais, mais parlons-en. Vancorex, l'entreprise de chimie à Grenoble, il y avait un plan de reprise par les salariés viable. Le tribunal de commerce a dit ciao, c'est pas assez préparé. Et vous savez pourquoi ça marche pas? Mais parce qu'en général, ils informent les salariés. Au dernier moment, ils leur laissent quelques jours pour faire leur plan de reprise et puis ils disent ah ben non, mais c'est pas bien. C'est pas assez solide, donc ciao. Donc ça aussi, nous, vous savez qu'on a une proposition de loi qui est toute prête le jour où on arrive au gouvernement, le droit de préemption des salariés. Le droit de préemption des salariés. Et s'il y a bien un rôle de la banque publique, c'est en priorité d'aller financer, d'aller prendre de la participation aux côtés des salariés dans ces entreprises. C'est la première chose à faire pour les banques publiques. Et vous verrez, ça sera des usines qui créent de la richesse et de l'emploi comme jamais elles en ont créé. Parce que moi, s'il y a bien une chose que je pense, c'est que s'il y a des gens qui savent faire tourner une usine et qui savent les diriger, c'est les salariés. Et je veux juste finir sur une chose. Le pantouflage, parce que tu as parlé de Bruno Bézard. Je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux l'audition de Bruno Le Maire dans la commission d'enquête. Il a pété un plomb pour... À quel moment? Quand on lui a parlé du pantouflage. Il n'a pas supporté. Et il a été horrible, y compris avec la députée de son parti. Il y avait une députée de la droite républicaine qui a dit bah quand même c'est pas normal. Voilà, mais qui a été courageuse, qui a dit mais enfin c'est pas normal, ça ne va pas. Si, voilà, et il a pété un plomb, il a été d'une violence, y compris envers sa collègue. Hein. Il a pété un plomb, vous l'avez vu littéralement. C'est pour ça que je vous dis que cette histoire de pantouflage, d'emprise systémique de ce truc-là, elle est fondamentale. C'est pas pour rien qu'il s'énerve là-dessus, c'est que ça tient là-dessus. Voilà, et que c'est comme ça qu'ils font régner la terreur. En plus du fait qu'ils font régner la terreur sur les salariés, je veux juste te dire, je vois Josiane Frétier, et hommage à elle, comme à Benjamin Duest, comme à tous ces représentants syndicaux qui sont les plus courageux et qui ont le plus perdu, qui perdent le plus de plumes dans l'affaire, parce que nous, on est assez protégés comme députés. Mais vous savez qu'ils ont aussi remercié le directeur des Fonderies de Bretagne, Europlasma et Alpha Bleu Océan. Ils l'ont fait espionner, puis ils l'ont remercié. Vous savez, dans la commission d'enquête, donc on a enquêté sur une vingtaine d'entreprises. Le seul cas où j'ai jamais réussi à avoir, même au téléphone, en off, en bilatéral, un représentant de salariés, c'est le cas de Valdoux, qui est la troisième grosse usine possédée, capturée par Alpha Bleu Océan et Europlasma. Je voulais, c'est simple, ils ont une politique de terreur envers les salariés et une politique de violence sociale ahurissante. Ahurissante. Et franchement, c'était le pire qu'on ait eu, je pense, de tous les cas qu'on a eu à investiguer. Donc encore une fois, bravo à vous, bravo Josiane, bravo Benjamin, bravo à tous ceux qui résistent. Vraiment. Bonsoir, Ariane. Moi, je suis juste une citoyenne. Je voulais rebondir sur ce que disait monsieur, parce que cette situation, elle peut faire peur, c'est-à-dire les lobbies ont un pouvoir énorme, etc. Mais justement, ce qui est intéressant, ce sont les solutions. Alors, avant tout, je voulais remercier les salariés qui défendent leurs droits parce qu'ils défendent les droits de tous, les syndicalistes, LFI pour toutes les actions que les députés mènent. Et enfin, je voulais dire, la démocratie, elle a été court-circuitée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont les entreprises qui font la loi et qui exercent des pressions à la place des citoyens. Et on ne pourra pas trouver de solution si elles ne sont pas collectives, si elles ne viennent pas de nous tous. Il faut qu'on ait conscience que ça passe aussi par nous. Il faut, moi, j'ai vu des députés LFI en visio, j'ai suivi leur lutte interne. On leur a proposé des votes à des heures indues, on les a divisés pour que les votes de loi très importantes aient lieu en même temps, donc ils ne pouvaient pas être partout, ils couraient entre les salles, et ils étaient aussi épuisés que les salariés. Et
ce que j'essaye de dire, c'est que, par exemple, l'abstention a joué un rôle énorme, même si elle se comprend parce qu'on comprend le désarroi de certains. S'ils avaient été plus nombreux, ils auraient pu faire barrage à beaucoup plus de choses. Voilà, donc on a aussi un rôle à jouer dans se parler, débattre, chercher des solutions ensemble collectives et aller chercher ceux qui, même essayer de convaincre les gens qui votent RN, démonter les faux arguments et les stéréotypes que véhiculent, les attaques personnelles fausses que véhiculent les médias de Bolloré qui sont eux-mêmes intéressés, puisque eux-mêmes milliardaires et au service des riches, c'est des intérêts communs. C'est ce que Bernard Maris, dans l'intime manuel d'économie, appelle convergence d'intérêts. C'est pas un complot, ils ont des intérêts en commun, c'est le copinage. Voilà, donc j'espère que la solution collective d'un bulletin de vote sera utile aussi. Bonjour, Denis, simple citoyen, un petit peu éveillé depuis maintenant 2018. Ce que je vois, c'est quand je prends de la hauteur et que je fouille partout dans les bibliographies et sur le net, moi je voudrais avoir une position très synthétique. On a un gouvernement qui, depuis, j'arrive même plus à remonter depuis quand, la commission Fabien Gay a démontré qu'on distribuait allègrement, à travers 2600 dispositifs d'aide aux entreprises, on diffusait tranquillement, comme ça, sans trop se prendre la tête, 211 milliards. Bon, je pense que tout le monde ici a compris, on sait tous d'où on vient et la culture que nous avons. On ne peut pas les mettre dans le CAC 40 et en même temps dans les Canadaires ou pour sauver des entreprises en difficulté. Mais on s'assoit aussi sur 80 milliards on va dire, de sécession fiscale. Et quand je dis 80, tout le monde sait ici que je suis à la baisse. Mais on n'a pas que ça, on a aussi la conquête des médias qui s'est faite avec 90% des médias qui appartiennent à une petite poignée d'individus. Et à cela vient se rajouter, chose que j'ai découvert avec horreur, Aurélie, en vous suivant sur les réseaux, que, en fait, ces salopards sont en train de démonter notre tissu économique. C'est-à-dire que s'ils démantibulent les unes après les autres nos entreprises, alors je ne vais pas vous faire l'affront d'un raisonnement de base, mais on perd de la production et on se retrouve avec une charge sociale en plus, puisqu'il va falloir, et c'est l'honneur de la France, de soutenir toutes ces familles qui vont se retrouver dans le désarroi. Donc moi je ne crois pas à la précarité, je crois tout simplement à la déchéance sociale due à un chômage provoqué par un connard qui joue avec son clavier d'ordinateur. Donc, oui, tout ce que vous avez dit, ce que vous avez décrit et qui fait froid dans le dos, ça me rappelle le film La Syndicaliste, ça me rappelle le film avec Michel Blanc, l'exercice du pouvoir, l'exercice de l'État, pardon, extraordinaire. Ça me rappelle le livre de Laurent Mauduit sur Prédation. Mais ce que je vois surtout, et c'est là en fait le fond de ma question, c'est qu'aujourd'hui, sur les réseaux, dans les médias, sur les plateaux de télé, on a une droite qui met en avant des champions de la rhétorique, des champions du charme, des sirènes qui nous tiennent des discours qui sont très lignifiants, très édulcorés, mais qui pointent un faux ennemi intérieur, qui pointent les défaillances d'un État, c'est-à-dire qu'on oublie que l'État n'est que le bras armé du gouvernement, donc il fait ce que le gouvernement demande. Si demain le gouvernement exige d'un préfet qu'il fasse ceci ou cela, il fera ceci ou cela. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. On a un État qui vote, enfin, on a un gouvernement qui facilite, la diffusion de l'inquiétude, la diffusion des peurs, et donc on est face à une rhétorique, on est face à une logocratie. Cette logocratie est en train d'installer une post-vérité en France. Nous, à gauche, quand je dis nous, c'est beaucoup de gens ici me connaissent et savent que je suis transpartisan. Cette gauche, cette France qui étudie la vie des gens ensemble ne peut être que de gauche. Elle n'a pas des éléments de langage, on n'a pas de rhétorique à mettre en face. En face, on a des gens qui parlent au cerveau limbique de leurs électeurs. On a une droite qui parle à l'animalité des gens. Ce qu'il faudrait, c'est que nous ayons des éléments de langage, que vous puissiez nous aider à élaborer pour pouvoir faire face à ça. Oui. Moi, ce que je voulais dire, vous avez parfaitement, avec la commission d'enquête, tout ce que vous avez fait, pas seulement démontrer, mais prouver
comment le capitalisme entraîne vers l'ensemble de la société dans une déchéance totale et qui casse la totalité de ce qui a été mis en place pendant des années par des millions de salariés pour permettre de répondre aux besoins de la population. Et je crois qu'il faut qu'on parte de ce point de vue-là. C'est la seule manière de s'en sortir. Vous avez, en combattant, je veux dire, au Parlement, arraché des choses qui, si vous n'aviez pas derrière la perspective de la rupture avec le système tel qu'il est aujourd'hui pour le changer, à ce moment-là, ces succès n'auraient pas eu lieu. Et je pense qu'ils peuvent avoir lieu que si on fait ça. Évidemment, on va faire des propositions de loi. Les lois, on voit bien qu'ils les tournent, qu'ils les retournent et qu'ils les transforment. Donc, c'est la question aujourd'hui, c'est qu'on ne peut axer que sur une chose. On a la chance, enfin chance entre guillemets, je veux dire qu'en avril 2027, il va y avoir une élection présidentielle, donc c'est bien la tête du pays qu'on vise. Et la question, c'est qu'il faut prendre la tête du pays, il faut prendre le pouvoir pour pouvoir amorcer cette rupture. Parce qu'on ne peut pas le faire. Sinon, je veux dire, par exemple, on pourrait dire, pour l'écologie, on fait des efforts, chacun fait son tri dans son coin, etc. et tout. Mais s'il n'y a pas une volonté organisée, politique, au niveau de l'État, au niveau du gouvernement, il n'y a rien qui va se produire. On va se retrouver, je veux dire, tous avec nos problèmes, et puis on va se retrouver aux gros gens comme devant. Donc, moi je pense que la question aujourd'hui, se centre sur, aujourd'hui, le soutien total, je veux dire, à la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Parce que je crois qu'on a ce moyen concret de pouvoir s'en sortir. Et je crois que c'est là la solution aujourd'hui. Le point commun à toutes vos interventions, un des points communs à toutes vos interventions, c'est un constat de complicité de la part de hauts fonctionnaires, de la part de ministres, de ministre de la Défense, Premier ministre, Président de la République, sur un secteur aussi essentiel qu'est la défense nationale. Bon, à partir de là, comment est-ce qu'il n'y a pas un angle juridique à prendre? Je ne sais pas, hein, je pose peut-être que je dis une connerie, peut-être. Oui, parce que là, quand même, ces gens qui sont là pour nous défendre, ces gens qui sont là pour nous offrir une souveraineté et une indépendance sur un secteur aussi essentiel que l'armement, sont les complices de toutes ces rapaces et de tous ces fossoyeurs qui permettent à ce qu'on soit plus. Bon, je ne sais pas si ça porte un nom et comment ça se juge. Voilà, c'était juste le point que je voulais poser. Donc, Laurence, moi je suis un syndicaliste et militante. Donc, syndicaliste, j'étais déléguée à la polyclinique de Lorbeau. Du coup, moi j'ai fait des rapports, hein, évidemment, parce que Polyclinique de Lormeau, qui appartient au plus grand groupe financier en France hein, de santé privée à but très lucratif. Et c'est le lequel? groupe Elsan. Je l'ai vu en arrivant. D'accord. Ah oui. Je l'ai vu. Donc, contre lequel on avait mené 64 jours de grève. C'est vrai que c'est le montage financier, puisque je faisais partie du comité de groupe Elsan. On les voyait, ces voyous en col blanc, deux fois par an. Moi, je retrouvais vraiment ces mêmes montages financiers appliqués à la santé. En plus, donc c'est quand même terrible quand on voit, par exemple, ce qui se passe aussi à Pau, où on va fermer une maternité de plus, laisser la santé à des groupes privés lucratifs qui ponctionnent notre sécurité sociale pour financer des fonds de pension américains et la retraite par capitalisation des Américains. C'est vrai que là on marche sur la tête. Et quand on voit que dans le département, parce qu'il se trouve que je milite aussi au sein de l'association de sauvegarde des hôpitaux et de la santé dans le département et dans le collectif droit des femmes,
quand on voit un projet comme celui de l'hôpital, enfin le projet de fermeture de l'hôpital de Tarbes et de l'hôpital de Lourdes pour en construire un à Lannes qui comportera moins de lits, mais qui va laisser un boulevard sur Tarbes à la polyclinique de Lormeau et au groupe Elsan. En effet, là, on voit bien les complicités qu'il y a aussi derrière, hein, parce que, évidemment, ça se fait avec la complicité de l'État. Et quand on voit qu'il y avait parmi un groupe, par exemple, aussi comme qui normalement était là pour accompagner des représentants syndicaux, des CSE dans leurs entreprises, hein, le groupe CECAFI, qui en même temps se retrouve avec le fils qui est maintenant à la solde finalement de ce gouvernement. Bon, c'est assez... on est vraiment dans le pantouflage, le terme est exact. Et je pense qu'en effet, pour s'en sortir, il faut la 6e République, qui pour moi est une étape. Pour moi, c'est une étape. Et oui, moi je pense vraiment qu'il faut donner aux salariés dans les entreprises plus de pouvoir. Et oui, là, je suis tout à fait d'accord avec le fait que la nationalisation, dans certains cas, elle est utile, mais réellement, que les outils de travail soient gérés par les travailleuses et les travailleurs, que la sécurité sociale soit gérée par les travailleuses et les travailleurs. Je vous remercie de vos interventions et des interventions publiques que vous faites, qui sont un appui énorme pour les militants de base. J'avais une question par rapport à une intervention que vous avez, une de vos remarques de tout à l'heure. Vous avez dit ces fonds prédateurs se jouent des failles de l'Union européenne. Alors, ce sont des failles ou est-ce que ce sont les règles de l'Union européenne qui permettent ça? Ce qui permet d'avancer notre question, est-ce que, à mon avis, ce sont les règles qui permettent ça? Concurrence vraiment faussée, voilà, je pense que... Donc, où est-ce qu'on en est finalement à la France insoumise dans la bataille à l'échelle de l'Union européenne? Voilà, on va devoir s'affronter à ça. Et deuxièmement, là on s'attaque au cœur du réacteur, le capitalisme, comme toutes les remarques ont bien pointé. Alors, comment est-ce qu'on envisage 2027, on arrive au pouvoir, comment est-ce qu'on fait pour qu'on n'ait pas un scénario style la Grèce dans le meilleur des cas, style le Chili dans le pire des cas? Voilà, donc comment est-ce qu'on se prépare, nous, en tant qu'organisation, pour riposter, pour être préparé. Voilà. Est-ce que de simples lois suffiront? Je ne pense pas. Ouais, une dernière au milieu là, et puis ensuite on va conclure. Parce que le temps, c'est cool là. Bonsoir. Moi je suis pas surpris de ce qui se passe. Ceux qui dirigent le pays ont perdu les élections. Quand des gens qui ont perdu les élections gouvernent, c'est-à-dire que c'est plus de la démocratie, c'est une pseudo-dictature. Moi je vous admire, les députés, à respecter ces gens-là. Vous devriez toujours leur dire vous êtes illégal, vous êtes illégaux, vous êtes illégaux. Chaque fois leur rappeler qu'ils ne sont pas à leur place. Ils ont perdu les élections, parce que quand tu perds, tu n'as pas gagné. En Macronie, quand tu as perdu, tu es un gagnant. Merci. Moi j'étais toujours surpris par les articles qui parlaient des forges de Tarbes. Parce qu'on voyait souvent, on nous parlait d'une forte augmentation de production, de l'investissement dans la production, et en fait, alors moi je ne travaille pas aux forges, j'en sais rien, mais de l'extérieur on n'a pas eu l'impression de cette grosse augmentation. L'autre question que je me pose, parce qu'il ne faudrait pas poser, il y a un monsieur qui travaille à la commission de la défense, est-ce que les forges de Tarbes sont toujours, pour la production de corps creux, un élément qui est vu comme stratégique? Est-ce que c'est encore vu pour eux quelque chose de stratégique? Et après, dernière chose, un peu touchy, mais vous avez parlé d'un suicide aux forges de Bretagne.
fonderie. Faudrait, donc il y aura une enquête pour voir s'il y a un lien proche, j'imagine. Mais on peut peut-être émettre l'hypothèse que des fonds dont vous parlez tout à l'heure avec 10 à 15% de bénéfices, ça a un impact sur la santé des salariés et sur leur vie personnelle. Merci. Je pense que c'est très important ce que vous avez pointé, vu de l'extérieur, et nous, on s'arrache les cheveux quand on connaît, on est informé de la situation réelle de l'entreprise et qu'on voit les articles, les sujets à la télé de gens qui disent c'est incroyable, c'est formidable, l'usine est en plein boom, ça n'arrête jamais, etc. Et puis on apprend qu'en fait non, c'est pas vrai. Moi, il y a un point, la délégation générale pour l'armement, je crois que je sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, à la presse, la délégation générale pour l'armement, à la fin de l'année, fait un bilan d'activité et explique l'année dernière qu'ils ont réussi à faire produire par KNDS, c'est-à-dire produit fini, 120 000 obus. Ce qui est un nombre qui correspond à peu près aux besoins. Et la réalité, c'est que sur les 120 000, à peine la moitié, moins de la moitié ont été produits en France. Les corps creux, ils n'ont pas été fournis. Moins de la moitié ont été produits à Tarbes, en fait. Donc ça veut dire que la DGA, la Délégation Générale pour l'Armement, le service du ministère qui est en charge de ce sujet, volontairement dissimule le fait que la boîte des KNDS choisit de s'approvisionner en réalité ailleurs majoritairement. Alors qu'il y a les capacités de production à Tarbes, il y a besoin d'investissement pour que l'outil productif tourne, etc. Il y a besoin d'investissement pour s'assurer que ça marche bien. Mais la capacité de production, en réalité, elle n'est pas. Donc, une des questions qui se pose, c'est pourquoi ils négligent ça. Est-ce que c'est vraiment stratégique? En tout cas, ce qui est certain, c'est que si c'est stratégique, oui, on va continuer à en fabriquer d'une manière ou d'une autre et de devoir en disposer. Donc, moi, je pense quand même qu'au ministère, il y a un petit... alors, il y a l'histoire de la collusion, l'ancien délégué général pour l'armement, mais il y a aussi un peu de mépris parce que quand on est à la délégation générale pour l'armement, on s'occupe d'avions de chasse, de dissuasion nucléaire, de porte-avions, des très gros objets, etc. Qu'est-ce que ça représente un site de 80 personnes pour eux? Donc, on verra demain. C'est pas pour aujourd'hui. Je pense que ça joue. Mais ce n'est pas une raison, il y a quand même cette affaire de complicité et des gens qui reviennent, qui s'enrichissent. Donc oui, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la collusion et de la volonté de botter en touche. Mais ils le font aussi peut-être en haussant les épaules en disant c'est quand même moins grave que de se foirer sur une bombe atomique. Je pense qu'on peut se le dire quand même franchement. Voilà. Juste parce que vous avez réagi sur la polyclinique, je veux juste dire un mot, c'est que le pire, c'est qu'ils sont en train d'envahir notre secteur de la santé et du soin. Et donc de piller nos cotisations sociales. Parce que vous comprenez bien que quand une clinique ou un laboratoire d'analyse médicale est capturé par ces fonds qui font du 10 à 15%, ils font du 10 à 15%. Sur quoi? En diminuant le temps de soins, vous le savez trop bien, par patient. Par exemple, les labos d'analyse médicale, on a eu des représentants syndicaux qui sont venus nous expliquer, et même les responsables des labos d'analyse médicale qui nous ont dit que, du coup, ces fonds, ils poussent par exemple au fait que ces labos, ils n'ouvrent plus qu'à partir de 15 heures, par exemple. Vous voyez? Ils diminuent les plages horaires. Et même, ils nous ont raconté, des responsables de syndicats de profession médicale, qu'ils poussent, par exemple, à ce qu'il n'y ait plus d'actes moins rentables, comme une biopsie du sein. Vous voyez? Donc, et donc, vous comprenez bien qu'ils se font de l'argent, ils se font de 10 à 15% sur le dos des patients, sur le dos, en allant capter également nos cotisations sociales. C'est-à-dire que ça ne leur suffit pas de piller la richesse créée par les travailleurs, il faut qu'ils aillent piller nos cotisations sociales en allant capter le secteur de la santé. Et ça, c'est vous dire jusqu'où ça va, c'est ahurissant. Et donc, j'en arrive à l'Europe, j'essaie de faire un lien, puisque ça, notamment, c'est le fonds Ardian, Elsan. Dedans, Elsan, ça a été récupéré par KKR, le fonds géant américain, par CVC Capital, qui est britannique, un des principaux fonds mondiaux aussi, et par Ardian, qui est le principal fonds français, qui est largement subventionné par le pouvoir public,
adoubés par la Banque publique d'investissement. Voilà les fonds qu'on retrouve par exemple dans Elsan, c'est-à-dire la polyclinique de Tarbes, pour vous dire qu'ils sont partout. D'accord ? Et juste, je voulais vous dire également que il y a un lien avec le pantouflage. Par exemple, Ardian, qui a mis la main, un des fonds qui a mis la main sur Elsan, la polyclinique de Tarbes. Et en fait, ils ont ouvert un bureau à Abu Dhabi en 2023, inauguré avec M. Bruno Le Maire, ministre de l'économie. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire qu'il y a 5 anciens ministres de la Macronie et de la droite qui maintenant travaillent ou ont travaillé dans des fonds d'investissement après avoir été ministre. Madame Parly, ministre de la Défense, Monsieur de Normandie, ministre de l'Agriculture, Monsieur Fillon, Premier ministre, Madame Kosciusko-Morizet, ministre de je ne sais plus quoi, et Madame Pellerin, ministre de je ne sais plus quoi non plus. Et voilà. Et donc, tous ces ministres-là, vous verrez, je pense qu'ils vont tous soutenir Édouard Philippe. Vous allez voir, ils vont tous soutenir Édouard Philippe. Dedans aussi, alors dans les fonds, on retrouve aussi les anciens directeurs de cabinet, ça compte quand même des ministres. Monsieur Darmanin, par exemple, son ancien directeur de cabinet. Voilà, donc je vous dis que je finis en disant que c'est très grave parce que quelqu'un l'a dit, et je veux m'adresser aux salariés dont on a lu la lettre anonyme, qui a été très importante pour nous, on l'a relayée, mais qui dit une chose très juste, c'est qu'en fait, ils sont en train de piller aussi notre production tout court. Et vous l'avez vu, parce qu'en fait, Alpha Blue Ocean, comme tous ces fonds prédateurs, tous ces fonds d'investissement, en fait, ils n'investissent rien du tout. Ils font tout passer, c'est un canal d'extraction directe, c'est comme une grosse pompe. En fait, les bénéfices, vous avez, soit ils vont vers des salariés, des salaires, soit ils vont vers des investissements pour la production, soit ils vont vers les financiers. Il n'y a que 3 canaux. Et les 3 canaux, ils sont en concurrence. D'accord ? Alors, les salaires et la production, ça va ensemble en réalité. Et à côté, vous avez les financiers. Comme c'est un énorme canal qui est en train de tout capter les financiers, il n'y a plus rien pour l'investissement productif et les salaires. Et c'est ce qui fait qu'aux Forges de Tarbes, les fournisseurs sont plus payés, comme aux Fonderies de Bretagne, comme à Val-d'Une. Tous les engagements d'investissement n'ont pas été réalisés. Et c'est pareil, partout vous avez ces fonds vautours. Et c'est comme ça qu'une grande partie de la chimie et de la métallurgie sont en train de s'effondrer en France. Soit c'est par le biais de ces fonds vautours, soit c'est par le biais, comme ArcelorMittal, d'une grande famille indienne Mittal qui n'a rien à faire, bien au contraire de notre souveraineté productive, qui n'attend qu'une chose, c'est qu'on ne produise plus rien en France pour tout importer. Donc c'est pour vous dire, et je reviens à mes premiers mots qui étaient, on est là au cœur de la lutte anticapitaliste, c'est-à-dire la production contre la finance, les travailleurs contre les financiers. On est au cœur de notre combat à travers cette lutte contre la finance prédatrice. J'ai oublié sur l'Europe. Donc on va conclure cette soirée en tout cas. Merci beaucoup à Aurélie, Aurélien, José, Navarro. On a tenu ce soir à faire ce moment d'éducation populaire, ça nous paraît important. Et voilà, le travail qui a été fait par Aurélie Aurélien, c'est quand même des heures. Il faut savoir que ça ne tombe pas du ciel, quoi. Il y a beaucoup de travail derrière. Et peut-être ajouter aussi que, en fait, on est dans un pays en fait avec de très fortes possibilités au niveau industriel. On voit qu'aujourd'hui, on a des besoins et les phénomènes de canicule qui se reproduisent chaque année avec plus de gravité régulièrement nous montrent aussi qu'on doit relocaliser notre production. Là, quand on voit que ces corps d'obus ils viennent de Thaïlande ou d'autres pays lointains, aujourd'hui c'est plus possible aujourd'hui de planifier de cette manière-là. On doit reprendre en main en fait les productions essentielles dans notre pays, ou en Europe aussi, mais déménager le monde comme ça se fait aujourd'hui, autant dans l'industrie que dans l'agriculture, c'est tout simplement, c'est plus possible de fonctionner comme ça. Donc, on a vu aussi, je voulais rajouter aussi ça, la finance contre la production, ça a été dit.
La démocratie aussi qui est bafouée, il y a eu plusieurs lois qui ont été votées, la nationalisation d'ArcelorMittal, d'Atos, etc. Et ce n'est toujours pas, c'est balayé d'un revers de main par le gouvernement. On a vu dernièrement des lois aussi, des pétitions par millions, 2 millions de signatures pour la loi du plomb, contre la loi d'urgence agricole, et tout ça est balayé d'un revers de main, et reviennent d'ailleurs à l'assaut prochainement, puisque le texte va revenir. Et au Sénat, ils ont de nouveau rajouté des articles sur lesquels, justement, notamment les pesticides et les néonicotinoïdes, on s'est battu et on est arrivé à repousser ces articles. Et bien, ils les remettent avec malgré 2 millions de signatures à la pétition. Pareil pour la loi permission de tuer par la police qui est en train d'être discutée en ce moment, qui est une loi contre le droit tout simplement des personnes. Il y a 500 000 signatures aujourd'hui, je vous invite de nouveau aussi à la voter. Donc, eh bien, écoutez, nous on continue ce travail à l'Assemblée. Le gouvernement, eh bien, lui laisse faire, accompagne ce détricotage à la fois de notre outil productif, mais aussi des services publics. Et le sujet notamment des retraites reviendra parce que sur les retraites aussi, ce sont des centaines de milliards sur lesquels toute cette finance cherche à prédater de plus en plus. Et donc on ne va pas se laisser faire et on aura besoin de vous très prochainement.